récemment, ils ont osé mettre sur la table l'idée que demain, on pourrait plus dire Joyeux Noël, Bonne Pâques, etc. Voilà. Mais qu'on pourra quand même toujours dire Moubarak, machin, les fêtes juives, bonne Hanouka, machin, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais Joyeux Noël, Joyeuse Pâques, non. Ça a été mis sur la table. Ça n'a pas été voté, mais quand même. Donc on est quand même chez les fous, quoi. Tu vois. Et c'est un Français qui n'est pas de souche qui le dit. Je ne suis pas un Français de souche. Hein. Et je prends le dossier à bras-le-corps hein, pour les Français de souche. En disant, les mecs, vous allez vous faire éteindre à un moment donné, les chrétiens. J'aimerais être financé par Bolloré. Nous ne sommes pas financés par Bolloré. Nous avons été préachetés, le film a été préacheté par le groupe Canal+, dont l'actionnaire majoritaire, nanana, si tu veux, c'est vrai. Mais c'est pas. Ouais, parce que t'as raison, Canal finance tout le cinéma français. Mais Canal+, t'as raison, Canal+, tous les films. A même financé Les Mousquetrices, d'une certaine manière. Tu sais, le film Les Mousquetaires avec les trois nanas, là, voilà, qui a fait 1000 entrées. Voilà. J'ai frôlé le suicide. Donc qu'est-ce qui t'a sauvé ? Mais un coup de téléphone d'une cabine à maman. Voilà. Maman, au secours, je vais faire une bêtise. Et ma mère au téléphone. Non, mon fils, c'est moi qui te demande pardon. Je t'ai élevé toute seule. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pas été là. J'ai pas. Pardon. Et là, si tu veux, tu as deux pardons qui se rencontrent. Clac, ça s'aligne. Et là, tac, la grâce peut passer. Et là, il y a tout qui s'apaise d'un coup. Voilà. Et parce que le pardon apporte une réconciliation. Et c'est le début de la réparation, en fait, entre deux personnes. Chers amis, un petit message juste avant de commencer pour vous rappeler que les incorrectibles ont plus que jamais besoin de vous. C'est une question de survie. Pour cela, vous pouvez donc nous soutenir et nous aider. Rien de plus simple. En description, sous cette vidéo, il y a un lien pour aller sur la plateforme Substack où vous pouvez accéder donc aux bonus de chacune de nos émissions. Vous pouvez bien sûr toujours nous soutenir aussi en vous abonnant sur YouTube. En tout cas, les Incorrectibles vous remercient pour votre soutien. C'est uniquement grâce à vous et grâce à vous seulement qu'on peut diffuser et produire ces émissions chaque semaine. Bonne émission. We're gonna take on the world. Steven Gunnell, Les Incorrectibles avec Éric Morillo. Clap, action. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver. Comme chaque semaine, vous êtes à chaque fois plus nombreux. Merci à tous de mettre des pouces levés, de parler de ces émissions, de les partager, puis surtout de nous soutenir sur Substack ou bien sur YouTube. C'est uniquement, je le dis chaque semaine, grâce à ces souscripteurs, comme on dit, que nous pouvons vous proposer ces entretiens et ces rencontres donc inédites. Alors ce soir, une histoire de lumière, de chute et de renaissance, si j'ose ces expressions un peu spirituelles. À la fin des années 90, il faisait battre le cœur de toute une génération. Il a été membre du boys band Alliage, à la suite de quoi il a enchaîné les tubes, les tournées, la gloire. Et puis du jour au lendemain, les projecteurs se sont éteints. A commencé alors un autre voyage plus intérieur, plus spirituel justement, plus profond. Et c'est sa foi qui lui a montré la voie. Et cette voie, aujourd'hui, elle passe par le cinéma. Ça n'aura sans doute échappé à pas beaucoup de monde. Son film fait beaucoup parler. Il s'appelle Sacré-Cœur. Il a été co-réalisé avec sa femme, Sabrina. Il crée l'événement. Près de 300 000 spectateurs ce dimanche soir, malgré les polémiques, malgré les pressions. Un succès inattendu, un message assumé, une véritable résurrection, mais surtout un parcours de vie. Je suis très heureux de le recevoir ce soir. C'est Steven Gunnell. Bonsoir Steven. Bonsoir Éric. Alors, d'entrée de jeu, je vais dire aux gens qui nous regardent que la bande-annonce de votre film est disponible en description sous cette vidéo. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sous cette vidéo pour voir la bande-annonce. Alors, évidemment, on va parler longtemps de ce film événement, bien sûr, dans la seconde partie de cet entretien qui va durer à peu près 2 heures. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de nous consacrer autant de temps au milieu donc, de toute cette promotion. Et dans une première partie de cet entretien, on va surtout, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité le recevoir, parler de son parcours de vie, parce que, voilà, je tiens à le dire d'entrée de jeu, et c'est d'ailleurs ce qui est assez aussi formidable avec Internet, on ne se connaissait pas. Non. Et ça n'est pas suite justement à ce film que j'ai souhaité, enfin si évidemment, parce que c'est grâce à ce film que j'ai fait sa connaissance, on va dire, de nouveau, puisque évidemment il était connu, je le disais à l'époque,
Mais j'ai souhaité surtout l'interviewer parce que j'ai vu pas mal d'interviews de vous, Steven. Alors, d'ailleurs, on peut peut-être se tutoyer pour pas mentir. Oui, Eric, avec plaisir, bien sûr. Depuis le peu de temps qu'on se parle. Bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai vu pas mal d'interviews de toi. Et j'avoue, ce que je t'ai dit avant, j'ai dit soit je vais faire une de mes meilleures émissions, soit une de mes plus mauvaises. Donc, voilà. Je prends le risque parce que écoute, ça m'arrive pas très souvent, mais j'ai eu une envie, mais peut-être qui vient, je ne sais pas d'où. J'ai eu une envie, je n'arrive pas à expliquer, c'était en pleine nuit d'ailleurs, à 1h, 2h du matin. Moi, je vis beaucoup la nuit, en tout cas, j'aime bien regarder calmement les vidéos la nuit. Et j'ai vu une de tes interviews de toi chez Mireille Dumas. Ah oui. Et je me suis dit, ce type dégage un truc qui est incroyable. Je veux le rencontrer. Alors, j'ai vu ton film, on va en parler, mais c'est surtout toi qui m'intéressais et par rapport à ce parcours de vie. Donc, si tu veux bien, on va commencer dans cette première partie par parler de toi. J'aimerais dans un premier temps qu'on monte même assez loin à ton enfance. D'abord, j'aimerais que tu me dises d'où tu viens, de quel milieu social tu es issu et quel genre d'enfant tu étais. Je suis né en 1974 à Annecy, d'un papa anglais qui débarque dans les années 68 à peu près avec sa guitare et son pote dans l'espoir de faire une carrière de musicien en France, un peu à la Beatles comme c'était la mode à l'époque. Et d'une maman vénitienne qui débarque en France avec ses parents. Je crois qu'elle a 4 ans, quelque chose comme ça, peu de temps après la guerre, pour essayer, c'était l'époque de la vague migratoire des années 50, enfin la vague, au niveau des années 50, après la guerre, beaucoup d'Italiens du côté de la Savoie jusqu'à la Côte d'Azur, et puis jusqu'à New York même, pour beaucoup sont expatriés en France, sont venus en France s'installer, et j'ai un grand-père qui rentre chez Gillette, je crois, avec ma grand-mère. Ils ont fait leur carrière dans cette usine. Et donc, maman, elle, socialement, milieu social très modeste. Mes parents se rencontrent dans les années 70, je crois, à Megève. Maman était coiffeuse à ce moment-là. Et mon père passe dans cette station de ski pour faire quelques séries de concerts. Et ils se rencontrent. Là, il y a un coup de foudre. Et j'arrive donc 4 ans plus tard au bord du lac d'Annecy. Et puis, c'était un peu dur de mémoire et des témoignages que j'ai reçus des parents. Mon père est devenu très triste soudainement de cette vie de famille qui est arrivée. Voilà. Il était malheureux, donc il a repris sa guitare à un moment donné. La scène le manquait, je pense, le rock, la musique. Donc il y avait quand même une fibre artistique déjà. Du côté de la famille, du côté de mes 2 parents, oui, énormément. Du côté de papa, donc grande culture musicale, vraiment dans le panel général, du classique au rock'n'roll, voilà, en passant par Elvis, etc. Là, voilà. Très grande culture littéraire aussi. Mon papa était pas un philosophe, un homme de lettres, on va dire. Une librairie, une bibliothèque extraordinaire qu'il avait à l'époque. Il écrivait énormément, un passionné de l'aviation aussi, quelqu'un de très cultivé. Maman rêvait d'être danseuse étoile quand elle était petite. Et tes parents ? Papa est décédé, je l'ai enterré en août dernier. Voilà. Désolé. Et maman, quand elle était gosse, c'était les ballets de danse, l'opéra. Voilà. Elle voulait être danseuse classique. Et à l'époque, c'était une éducation un peu sévère, à l'ancienne. Donc mon grand-père ne lui a pas laissé la possibilité de s'exprimer artistiquement. Donc à 14 ans, elle a pris le chemin de la coiffure, dans laquelle elle a fait toute sa carrière après. Voilà. Et maman, donc du coup, papa part, j'ai 2-3 ans à peu près. Et maman m'élève toute seule, comme elle peut. Alors on se tire d'Annecy, et elle m'embarque sous le bras avec sa valise, et on débarque à Juan-les-Pins. Voilà, et c'est l'un des plus vieux souvenirs que j'ai, à Notre-Dame de la Pinède, mon baptême. Voilà, je dois avoir 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Et on grandit, on reste 2-3 ans à Juan-les-Pins, et après on s'installe à Cagnes-sur-Mer, où là, j'y grandirai jusqu'à mes 21 ans avant que je monte à Paris. L'enfance, un enfant difficile, perturbé, un peu éclaté, un peu bagarreur, non ? Pas du tout. Au contraire, j'étais plutôt même, comment dirais-je, toujours eu peur de la violence. Et pire encore, des conséquences de la violence. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Un peu farouche peut-être, un peu agressif peut-être. Un peu virulent aussi peut-être, parce que je cherchais certainement ce père absent aux 4 coins de la pièce, tu vois, où je me tapais un peu la tête contre les murs pour essayer de trouver le bonheur, que je n'ai pas trouvé d'ailleurs, avec une maman très présente, fils unique,
Fils unique, Point commun. Fils unique avec une maman donc vénitienne, très amoureuse de son fils, très protectrice, très présente, un peu oppressante. Donc c'est peut-être de là l'envie de quitter vite le foyer en fait. Et dès l'âge de 14 ans où j'arrête l'école, j'ai pas fini la 3e, j'ai pas le brevet, j'ai aucun diplôme en fait. Et je rentre dans la vie active très tôt, très jeune. Et je m'exerce à tous les métiers, un peu instable et impatient et un peu infidèle aussi à l'époque. À la moindre contrariété, je pouvais changer de boulot rapidement, quoi. C'était la génération où on disait... un écorché vif, quoi. Si t'es pas content, tu te casses. Et comme j'étais pas content, je me cassais. Donc il y a un peu un côté écorché vif. Et donc, on le ressent encore d'ailleurs, ça. Ah oui, parce que là, il y a le trac aussi de l'interview, des caméras. Je suis jamais à l'aise, mais... Et puis c'est toujours... c'est jamais simple de repartir de témoigner de ce passé sur lequel je travaille encore. On est en chantier, mais... voilà, on va vers les libertés tout doucement. Et bref, je fais une expérience de vie professionnelle assez large. Je passe de la marbrerie à la jardinerie, la restauration. Après, c'est les boîtes de nuit quand j'ai l'âge de sortir la nuit, etc. Et puis à 20 ans, je fais un peu le bilan de ma vie et je constate que ma vie est une succession d'échecs. Voilà, échec familial, échec scolaire, échec affectif aussi, bien évidemment, parce que tu vois, le sexe ou l'amour, mode d'emploi, je ne l'ai pas. Donc tu te démerdes un petit peu avec les méthodes spontanées. C'était un très beau gosse, enfin, on ne dit pas ça pour te cirer les pompes, mais j'étais pas des échecs amoureux, toi. Oui, bien sûr. On a blessé mon petit cœur, comme j'ai blessé certains petits cœurs aussi. Et voilà, tu vois, c'est les fruits de il est interdit d'interdire et la liberté de choisir. Bon, ça peut aussi causer des effets un peu négatifs, parce que tu essayes tout, mais tu peux te cramer aussi. Voilà. Bref. Et la religion dans tout ça, tu l'avais déjà et la foi dans tout ça, en faisant justement ce bilan vers 18 ans plutôt même. À un moment donné, c'est bon de se poser, tu vois, sur un banc face à la mer, tôt le matin, avec un lever de soleil, tu te recentres. Et je fais le bilan à ce moment-là. Je trouve que c'est pas une vie extraordinaire. Je sais pas où je vais. Je sais pas qui je suis, à quoi je sers. C'est quoi le projet, en fait? Et c'est vrai que au-delà de tout ça, d'une vie un peu maussade, un peu bof, un peu pas terrible, mais avec pas mal de joie quand même, parce que des bons potes, etc. Souvent des grandes remises en question. Et c'est vrai que dans ces grandes remises en question, et dans cette contemplation que j'avais de la nature, je découvre très tôt que je suis un contemplatif, en fait. Et je pense que ça issu de ma fibre artistique dont j'ai hérité de mes parents. Je pleure devant un lever de soleil. Je m'émerveille devant un papillon qui se pose sur une fleur. Je suis en larmes devant un enfant porteur d'une trisomie. Parce que je trouve, il y a dans cet équilibre fragile une intelligence et une beauté que l'on ne peut voir qu'avec le regard intérieur, en fait. Donc l'âme, donc l'esprit, donc la spiritualité, donc Dieu. Et c'est vrai que dans cet esprit contemplatif, c'est là que je rencontre Dieu et que Dieu pour moi est une évidence. Sans religion, sans nom, sans prénom, sans catéchisme ni rien, mais une force lumineuse, une force bienveillante. Donc là, tu as quel âge à peu près? Oh là, tôt déjà, 14 ans, 12-14 ans. Et ce qui ne m'a pas empêché de faire des bêtises et des mauvais choix, et d'avoir aussi des mauvaises fréquentations et d'avoir une mauvaise vie, et de faire de mauvais... Oui, voilà. C'est pas parce que tu as la foi que tu es saint tout de suite. C'est un cheminement, tout ça. Et c'est vrai que oui, il y a eu un cheminement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu l'idée, le goût de me dire si cette force est tellement intelligente et qu'elle propose tout ça gratuitement, peut-être qu'on peut s'adresser à elle aussi pour demander des choses. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et il y a eu un espèce de dialogue qui s'est mis avec cette force d'amour et cette petite créature que je suis devant ce grand créateur à qui j'ai demandé aide-moi à trouver le bonheur, aide-moi à être heureux, aide-moi à faire... Voilà. Et ça a marché, étonnamment. J'ai vu une grande joie et une grande paix toujours à exercer ce qui est beau, ce qui est bon et ce qui est bien. C'est-à-dire ne pas mentir, ne pas voler, dire la vérité, se réconcilier, être toujours à même de travailler la réconciliation, l'amitié, etc. Et c'est vrai que c'est des valeurs et des notions qui tendent à moi, à mon plein épanouissement, en fait. Voilà. Et puis alors donc, il y a cet épisode, qui est évidemment l'épisode
qui t'a fait, on va dire, émerger de manière incroyable dans l'univers du spectacle. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment c'est arrivé, cette rencontre avec cette nouvelle rencontre, puisque tu me disais que ton papa en était issu quand même. Mais bon, cette entrée dans le monde du spectacle, et puis ce qui allait aboutir à la création de ce boys band. C'est étonnant, hein, c'est une prière exaucée. Je me souviens que je dois avoir une vingtaine d'années, et j'ai demandé au bon Dieu, à un moment donné, qu'il m'aide à trouver ma vocation, ma voie. Parce que je savais bien que j'avais une sensibilité, une fibre artistique forte. Tu avais envie d'être sur le devant de la scène ? Pas le devant de la scène, en tout cas. Mais tu avais envie d'être connu, pour parler franchement ? Franchement, non. La célébrité, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la créativité. Voilà. Tu vois le film Billy Elliot. Mais putain, mais pourquoi tu veux danser alors que ton père veut que tu fasses de la boxe ? Parce que ça brûle à l'intérieur. Voilà, la réponse de Billy Elliot. Et c'est ça, en fait, à chaque fois que je faisais du hip-hop, à un moment donné, du chant, à un moment donné où j'étais plutôt dans le rock, ou dans le dessin, à un moment donné, quand j'ai essayé un peu de gratter la feuille, il y avait toujours une espèce de transcendance, une espèce de joie, un peu dingue, d'intérieur, qui m'exaltait au moment où j'étais créatif. Voilà. Mais sans imaginer, moi, petit garçon ou jeune homme de Cagnes-sur-Mer, imaginer un jour Paris, dans lequel tu connaissais Paris pas du tout. Moi, je suis un provincial à la base. J'avais pris l'avion 2 fois. J'ai jamais quitté Cagnes-sur-Mer. Tu vois, j'ai jamais. Voilà, je connaissais même pas Marseille, les grandes villes. J'ai jamais bougé de Cagnes-sur-Mer. Quoi. Voilà, c'était. Mes déplacements se limitaient entre Monaco et à peu près Cannes, quoi. Tu vois, et un peu l'arrière-pays, Saint-Paul-de-Vence. Mais c'est tout, quoi. Avec une culture vraiment, mais au rabais. Intellectuel, politique, je t'en parle même pas, culturel, zéro. Voilà quoi. Mais il y avait voilà, ce désir brûlant j'aimais chanter, j'aimais danser, j'aimais écrire, j'aimais peindre, j'aimais dessiner, j'aimais faire des choses, quoi. Voilà. Et dans ce cœur à cœur avec ce bon Dieu, de lui demander un jour, j'étais pompiste chez Total, je me souviens. À l'époque, ça existait, c'est un métier qui n'existe plus. J'étais pompiste et je lavais les pare-brises des bagnoles, j'étais payé au pourboire. Et je me faisais chier en fait à mourir et je tournais en rond et je pleurais je pleurais à l'idée de passer à côté de ma vie en fait. Et j'ai dit au bon Dieu un jour, vas-y, putain, fais quelque chose, quoi. Aide-moi, je te promets que nanana, les prières naïves, si tu fais de moi quelqu'un, j'aiderai les pauvres, machin, mais vraiment le truc naïf, quoi, quitte, enfin. Et un jour, le téléphone sonne, ce sont les studios de la Victorine à Nice, qui m'appellent et qui me disent, il y a un tournage à Nice, on cherche des figurants. J'étais inscrit aussi, tu vois, dans 2-3 agences comme ça. Il y en avait 2 à l'époque, dans le sud de la France. Et j'ai dit, avec plaisir, super. Et j'arrive sur le lendemain ou 2 jours après, sur le 7, place de la préfecture à Nice. Et là, c'est transcendance. Là, ça me tombe dessus comme du ciel, quoi, en fait. Je suis sur un plateau de tournage, il y a les caméras, il y a Ringo Lam, le réalisateur, un petit peu le fils spirituel de John Woo. Il y a Jean-Claude Van Damme, il y a comment il s'appelait déjà, 37 de le matin, Jean-Hugues Anglade, voilà, il y a Natasha Henstridge. Le film, c'est Risque Maximum, donc film d'action, 95, je crois, ou 95, qui est devenu un nanar avec le temps, mais peu importe. À l'époque, c'était les blockbusters américains avec Van Damme où ça pétait dans tous les sens. Et là, j'arrive sur le tournage, des cascades, des bagnoles qui crament, des coups de pétard dans tous les sens, etc. La foule qui bouge, les scènes d'action. Je dis, c'est ça. Mais vraiment, je peux pas l'expliquer ce que j'ai vécu. J'ai vibré comme jamais dans ma vie, et à tel point que ça m'a donné un zèle très vite de revenir le lendemain sur le plateau. Tu vois, le truc, c'est... Voilà. J'avais passé la nuit à écrire une lettre à Jean-Claude Van Damme. Cher Jean-Claude, bonjour, voilà, je rêve de devenir comédien. Il a fallu que je vienne sur ce tournage pour comprendre que c'est vraiment ça, un peu genre la lettre au secours, le Père Noël, quoi, tu vois. Et je reviens le lendemain, et j'arrive sur le set, je m'approche de lui déjà, j'étais pas prévu comme figurant, mais dès que je m'approchais, les barrières s'ouvraient, comme si les gens me reconnaissaient de la veille, la sécurité lève le truc, la directrice de casting, ah salut, qu'est-ce que tu fais, comment vas-tu, machin, etc. Et puis tiens, Jean-Claude est là, hop, et je lui donne la lettre. Je me chiais dessus, hein, et j'ai fait demi-tour, je suis parti. Et je suis allé me planquer derrière un monument, je regarde, et je le vois qu'il lit la lettre. C'est la première fois que je parle de ça. C'est une exclue que je te donne. Et il lit la lettre, et au lieu de la déchirer, de la balancer ou de la donner à quelqu'un, hop, il l'arrange là. Et là, je pars du truc, et je dis, c'est pas possible. Et je reçois un coup de téléphone une semaine plus tard.
d'un certain John Sleeve, qui laisse sur le répondeur à la télé, parce qu'il n'y avait pas les téléphones portables à l'époque, on est en 96, et qui laisse un message. Hello, my name is John Sleeve. I want to speak with Stephen Gunnell. I call from Jean-Claude Van Damme. I want to meet him in Paris pour faire un film, machin, etc., faire un casting, etc. Je deviens fou. Et il me laisse un numéro de téléphone. À l'époque, pour appeler Paris, il fallait faire le 16-9. C'est te dire. Et il ne laisse pas les 2 derniers chiffres. Ça coupe juste avant. Et j'ai passé 48 heures à refaire le 16-9 avec 00, 01, 02, 03. Et j'ai jamais retrouvé le mec. Et je n'ai jamais eu de coup de téléphone derrière. Et ça m'a rendu fou. Donc tu n'as jamais pu rappeler... Et j'ai jamais pu rappeler personne. Et je n'avais jamais eu plus de nouvelles de personne. Et ce qui s'est passé, c'est que ça m'a rendu... si tu nous regardes. Jean-Claude, si tu nous regardes, c'est grâce à toi d'une certaine manière. Surtout que je peux lui faire parvenir. C'est grâce à toi si j'en suis là d'une certaine manière aujourd'hui. Merci de ne pas avoir rappelé. Parce que j'aurais eu un autre chemin certainement peut-être. Et ça m'a rendu tellement dingue que ça m'a mis un coup de pied au cul au point de, quelques semaines plus tard, de quitter la Côte d'Azur pour monter à Paris et tenter ma chance. C'est comme ça que ça a démarré. Alors, justement, on va s'arrêter, si tu veux bien, un long moment, j'aimerais, pour plusieurs raisons dont je vais te parler, qu'on s'arrête à cet épisode des boys bands. Parce qu'en plus, ce qui est incroyable, c'est que, je pense que tu ne l'as pas fait exprès, mais bon, on a beaucoup parlé des To Be 3, puisqu'il y a des téléfilms qui sont sortis aussi bien sur TF1 que sur Prime. Prime, voilà. Bon, toi, tu étais dans l'autre groupe, enfin, il y en avait 3, je crois, de mémoire. J'embrasse Franck, qui est un mec super. Alors, j'aimerais justement qu'on s'arrête sur cet épisode des boys bands. Donc, comment s'est passée la création de ce groupe Alliage à l'époque Comment t'es arrivé à intégrer ce groupe? Un sketch. C'est un sketch, tu vois, c'était il y a 25 ans, 30 ans bientôt. C'est en 2026, putain, ça fera 30 ans. Ça restera un mystère ou une énigme. Quoiqu'une énigme, on peut finir par la résoudre à un moment donné. Là, il y a un truc que je ne comprendrai jamais, c'est comment ça a pu fonctionner autant, voyant d'où ça vient et comment ça a été construit en fait. C'est incroyable. J'arrive donc en 96, je m'efforce autant bien que mal de pousser la porte des agences de comédiens où je me fais jeter comme un malpropre à toutes les agences. Je dors un peu à droite, à gauche, j'ai pas d'argent, je suis vraiment dans une merde pas possible, mais je m'accroche, je sais pas pourquoi, je persévère. Et j'ai un billet de retour quand même pour Cagnes-sur-Mer. Tu vois, j'avais pris un aller-retour au cas où je m'étais donné un mois, en passant par Biarritz, en laissant avec un ami, en disant je vais passer la saison d'été, je vais gagner un peu de pognon cet été, comme ça j'arrive en septembre tranquille avec un... Non, on est parti en juin, au bout de 3 semaines à Biarritz, j'ai pas de boulot, rien, personne ne m'attendait. J'arrive à Paris le 27 juin 1996, gare Montparnasse, 17h35. Voilà. Et dès le lendemain matin, je prends la carte de métro, je fais au centre, la Madeleine. Je squattais chez des potes du côté de Maison-Alfort, Ballard, ligne 8, Ballard-Créteil, et je sors à la Madeleine. Le premier monument que je vois, c'est la Madeleine. Voilà. Et donc, pendant 10 jours, 15 jours, je m'efforce tous les jours d'aller dans les agences. Je me fais jeter de partout. À l'époque, on avait un pressbook, c'est-à-dire un dossier, une serviette en cuir ou en plastique, avec dedans des photos pour montrer, tu vois, et voilà, pour être enregistré et espérer les castings. Voilà. Et au bout de 3 semaines, je désespère, pas de boulot, pas de plan, pas d'agence. Je suis toujours pas comédien, je n'ai pas tiré le moins de casting, bref. Et j'ai mon billet de retour. Ça devait être, je crois, si je ne dis pas de bêtises, le 30 juillet, quelque chose comme ça, un peu avant même. Non, le 15 juillet. J'avais un billet, 3 semaines, je m'étais donné. C'est naïf. Et le 15 juillet. Et le 14 juillet, je rentre dans une agence. Ou 15 juillet, peu importe. Donc mi-juillet, je rentre dans une agence. Rue de la Pompe, dans le 16e. Et tout content d'avoir au moins obtenu un rendez-vous. Et là, je rencontre une dame, une jeune femme, absolument charmante, qui m'accueille avec beaucoup de bienveillance, un grand sourire et tout, et qui me voit un peu désespéré, et qui me dit, d'accord, nous, on va t'enregistrer chez nous. Voilà, avec plaisir. Parce que c'est courageux ce que tu fais, tu viens de Nice pour tenter ça me touche. Voilà. Et génial. Alors je dis, putain, enfin, merci, tu vois, super. Et du coup, est-ce que vous avez des castings qui sont prévus, des trucs comme ça? Elle me dit, non, on vient d'ouvrir, le catalogue, on est en train de le monter, et puis ça va démarrer en septembre-octobre. Et là, je lui fais comprendre que malheureusement, je ne pourrais pas attendre si longtemps.
que j'avais mon billet de retour, que je pouvais plus squatter chez les gens qui m'hébergeaient à ce moment-là, que j'avais plus d'argent, que j'étais vraiment à la rue, quoi. Et là, elle me voit quasiment en larmes, un peu désespérée. Elle me dit, bon, d'accord, alors attends, juste un truc. Je sais pas, hein, mais je te pose une question. Réponds-moi franchement. Est-ce que tu sais chanter? Alors je lui dis, oui. En plus, fils de rocker, je tiens la note, on va dire, tu vois. C'est pas non plus... c'est pas Robbie Williams ou Pavarotti, mais je tiens la note. Et elle me dit, écoute, bon, prépare une chanson. Demain, rendez-vous, 14h, je te présente quelqu'un. Je dis, d'accord. Moi, je me fais des films. Je me dis, je suis dans une agence de comédiens, c'est pour un rôle de chanteur dans un film. Voilà, je pars là-dessus, quoi. Et j'endors tellement, je suis excité, j'ai beaucoup de mal à dormir la nuit, j'attends ce rendez-vous avec impatience. Et le lendemain, il était 11h, il était le lendemain, rendez-vous à 11h. J'arrive et je rencontre un jeune homme d'une trentaine d'années, gentil aussi, charmant, donc je rentre dans le bureau. Alors, il me demande de me présenter, je lui explique, je m'appelle Steven Guenel, je viens de Nice, voilà, je voudrais devenir comédien, etc. J'ai tout quitté pour venir à Paris, machin. Ah, putain, bravo, c'est courageux, etc. Mais on m'a dit que tu savais chanter, est-ce que tu peux me faire quelque chose? Et je lui chante Faith de George Michael. Ça donne un truc dans le genre, je vais te le faire en exclu, je ne l'ai jamais refait depuis 25 ans, j'ai honte. Oh, well, I guess it would be nice. Baby, I can't touch your body. I'm not everybody. I've got a body like you. Puis à un moment donné, je pars en yaourt parce que je ne connais pas les paroles. Oh, well, I get a faith. Et là, plus je chante, plus le mec sourit, se met sur son fauteuil. Il me dit, ah, intéressant. Ok, très bien, bah écoute, merci, on vous rappelle. C'est comme ça. Donc je sors du bureau, je m'étais fait dans mon ben bien comme il faut, je croise la jeune femme qui me regarde et qui me dit, comment ça s'est passé? Je dis, je sais pas, il me rappelle, machin. Je rentre, 3/4 d'heure pour rentrer en métro à l'époque. Et là, je rentre dans cet appartement où on m'hébergeait, j'avais accès au téléphone et le répondeur clignotait, j'écoute, il y avait un message. C'est la jeune femme de l'agence qui m'avait appelé quand j'étais dans le métro, sur le chemin du retour, et qui me dit, Steven, rappelle-moi, c'est urgent. On rappelle tout de suite, un peu inquiet. Et elle me dit au téléphone, qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau avec le type? Je dis, moi je pense tout de suite avoir fait une bêtise. Je dis, il m'a demandé de me présenter et de chanter, c'est ce que j'ai fait. Et puis il m'a dit au revoir, on vous rappelle, je suis sorti. Je dis, pourquoi, j'ai fait une connerie? Il me dit, non Steven, parce que tu es pris. Et là, putain, je fonds en larmes de te raconter ça. Putain, j'ai presque envie de chialer là, tu vois. Et c'est fou quand même. Et c'était une première victoire pour moi, déjà. Et je hurle de joie et je la remercie infiniment en larmes et je raccroche. Et tout de suite, je rappelle maman pour lui dire « Maman, ça y est, je viens de passer une audition, j'ai été pris. » Ma mère elle explose de joie aussi. J'appelle 2-3 potes, tout le monde est heureux, etc. Et tout le monde me dit « Mais c'est super, mais t'es pris dans quoi ?» Je dis « Ah merde, j'ai oublié de demander, dis donc. » Mais je dis « Je sais pas, on va m'en parler plus tard, c'est secret, je sais pas quoi. » On m'a dit de revenir le lendemain, etc. Donc je rappelle quand même et je dis oui, en fait, c'est quoi le projet? Et on m'a dit oui, voilà, c'est un peu compliqué, c'est un gros projet, tu vas être surpris, reviens demain, on t'explique tout. En tout cas, le monsieur veut te revoir. Voilà, je dis monsieur, madame, mademoiselle, pour pas donner les noms, les machins, bref. Et donc j'arrive le lendemain, mais comme un dingue. Je me suis fait un film. Mais toute la nuit, je me voyais déjà, tu vois, comédien, un petit rôle en fond de scène, peut-être même une silhouette. Pourquoi, pardon, t'interromps? Dis-moi, pardon, je suis un peu long, excuse-moi. Non. Pourquoi, par exemple, tu ne veux pas donner les noms, là, par exemple? Bah pour préserver, bon, je peux donner, c'est Ingrid et Tristan. Voilà. Parce que déjà, je ne suis pas sûr des noms de famille, je suis pas, c'était il y a 30 ans, donc je ne suis pas sûr. C'était Ingrid et Tristan, de mémoire, ou Étienne, j'ai un doute même. Voilà, bref. Et tu vas comprendre après pourquoi je te pose ces questions. D'accord, avec plaisir. Et donc, je m'étais fait un film, voilà, bref. Et donc, j'arrive sur place, tout content, ravi, je suis accueilli, tu vois, le grand sourire, la joie. Ah, on est content de te revoir, c'était super hier ce que tu nous as fait. Bon, voilà, assis-toi, on t'explique tout. Et là, je m'assois vraiment, mais comme ça, hein, j'attendais. Hein. Et là, il me dit, est-ce que tu as déjà entendu parler des boys bands? Et là, je fais, oui. Et là, je le vois venir, gros comme une maison. Et il me dit, voilà, je suis mandaté par Glem Productions, Gérard Louvain Édition Musicale, et la maison de disque Universal, mais elle est arrivée un tout petit peu plus tard. J'ai l'été pour constituer un casting et mettre en place un boys band. Voilà.
Donc on est vraiment au début du chantier, on n'a pas le nom, on n'a pas le prénom, on n'a rien du groupe. On a un titre qui s'appelait à l'époque Let It Go, voilà, qui deviendra Baila plus tard, voilà, qui était un titre en anglais, français, un truc comme ça, dont j'ai oublié tout. Et on rencontre les producteurs à la fin du mois d'août pour leur présenter le projet. Il faut qu'on ait la chorégraphie, que le groupe soit constitué, et on rentre en studio pour poser les voix. Et là, j'en ai quasiment la bouche sèche, et parce que je revois, hein, évidemment, quelques semaines auparavant, à la télé, avec mon pote Greg, que j'ai perdu, qui était un ami d'enfance. On était un peu paumés à l'époque, on était déjà éméchés au whisky coca à 4h de l'après-midi, un peu comme des losers devant la télé, où on regardait M6 et Hit Machine, et on voyait les Worlds Apart, les To Be Free, et Greg, qui se foutait de ma gueule et qui me disait un peu éméché, putain, je te verrais trop bien faire ça, là, boys band et tout. Et là, je le regarde, il fait ça jamais de la vie. Et putain, j'arrive à Paris, premier casting, bing. Donc, j'en menais pas large, et on m'a dit, on a besoin de ta réponse maintenant, en fait. Parce qu'en fait, le groupe est déjà constitué, mais dans l'équipe, j'en ai déjà 2 qui me font chier. Moi, je trouve ton histoire superbe, t'as du courage, t'as une jolie voix, t'as une bonne gueule, en plus, tu vois, il y a quelque chose. Donc, si tu veux, voilà, mais il faut me le dire maintenant. Et j'ai dit, bah d'accord. Voilà, parce que c'était où ça ? Donc, tu y allais un peu à reculons, là, pour le coup. Ah, mais totalement. Mais c'était où ça ? Où je retournais à Cannes-sur-Mer laver des pare-brises. Voilà. Et au final, donc à l'arrivée, je me suis dit très honnêtement, en toute vérité, en toute sincérité, vraiment, je me suis dit, bon, de toute manière, au pire, c'est quoi ? C'est un single, ça va être un job d'été. Je vais prendre 5000 balles peut-être, et puis après, on verra, quoi. Tu vois, je mets le pied dedans, et puis on verra. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est ce que j'ai cru qu'il allait se passer. Je suis resté, donc j'ai réussi à tenir, parce que voilà, il y avait ce casting, etc. On m'a gardé pendant quelques temps. Maman m'a envoyé un peu de pognon, mon père aussi de temps en temps. T'as gagné beaucoup d'argent, au final ? Est-ce qu'on a gagné beaucoup d'argent ? Oui, pour ce qu'on faisait, on était bien. Et de là d'où on venait, je pense qu'on a gagné l'équivalent de un peu moins d'1 million de francs. 150 000 euros, quoi. Voilà. Chacun. Voilà, à peu près. Mais les producteurs, beaucoup plus. Ben, c'est normal, c'était les producteurs. Et puis moi, je connaissais rien. Combien ils ont gagné ? Aucune idée. Aucune idée. Je connais même pas les chiffres exacts des ventes, des singles. À l'époque, on avait des singles, des albums. J'ai aucune idée de ce qu'il y a. Au final, avec le recul, tu es content de cette expérience que tu as vécue ? Si c'était à refaire ? Non, je ne refais pas. Très honnêtement, non. Ça, c'était... Est arrivé Parce que finalement, tout à l'heure, Jean-Claude Van Damme, tu disais que c'était grâce au fait que tu n'étais pas répondu. Oui. Là, le fait que tu étais pris, c'est pas ça qui a forcément... qui serait peut-être arrivé, là, tu es de la même façon. Évidemment. Évidemment. Non, ce que je peux dire, c'est que vraiment... je l'ai fait parce qu'à un moment donné, le succès est arrivé. Et le succès, quel qu'il soit, où que tu sois, grise à un moment donné. Et puis, on change de décor aussi. On passe de l'anonymat à la célébrité. C'est un danger, la célébrité ? Hein ? C'est un danger ou pas, la célébrité ? C'est la pire des drogues, me semble-t-il. À partir du moment où tu as goûté une forme de notoriété, une forme de célébrité, il est très difficile. J'ai mis 20 ans derrière. Pour, voilà, comment ça s'est passé ton départ, la suite de ça ? Ça s'est arrêté brutalement ? Comme ça a démarré en fait. Nous, ça a démarré, ça a mis 4 mois, 5 mois en vérité à démarrer. Il a fallu qu'un jour on nous programme dans l'émission Miss France en décembre. Oui, t'en parles chez Méridian. Voilà, donc tu vois, là tu as 15 millions de téléspectateurs qui nous découvrent vraiment. Et du jour au lendemain, là, c'est les ventes de disques qui explosent. Et c'est là que la bascule arrive. On rentre en studio, on fait l'album, les tournées, machin, etc. Et pendant 2 ans et demi, c'est les clips vidéo, les plateaux de télé, les concerts, les interviews, les machins, etc. On presse la machine et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus et jusqu'à ce que plus personne puisse nous blairer, et tellement on nous a vus et entendus, que ça s'est arrêté du jour au lendemain. Allez, cassez-vous les gars, on ne veut plus vous voir, merci, au revoir. C'était tendu au sein du groupe. Quentin nous a quittés à un moment donné pour faire une carrière solo qui n'a pas marché. On a tenté de le finir à 3, ça n'a pas marché, ça s'est essoufflé et ça s'est dilapidé comme un petit feu de paille en fait. Pour les 3 groupes d'ailleurs. Pour tout le monde, pour toute la génération, remplacés comme des merdes par les comédies musicales qui elles-mêmes ont été remplacées par la télé-réalité, etc. quoi. Voilà. Alors, Steven, si tu veux bien, c'est là peut-être le pic, comme on dit, mais je ne sais pas, peut-être que je vais me planter. On aura mis 1 heure. Non, mais c'est bien. Finalement, je pensais que c'était dans un quart d'heure. On va y arriver maintenant. Bon,
On est dans une émission qui s'appelle Les Incorrectibles. Donc, si tu veux, moi, je me fais fort de demander à tous mes invités dans cette émission de parler, je veux dire, le plus librement possible, évidemment sous réserve que personne ne soit diffamé ou quoi que ce soit, mais qui se livrent et puis qu'on essaye d'avoir, comme dirait Léa Salamé, ce moment, entre guillemets, pour la brocarder, entre guillemets. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu, un instant, quand même, de cet envers du décor, de cet épisode, de cette époque des boys bands, parce qu'il se trouve, et c'est là, je ne sais pas si je vais te surprendre, mais il se trouve que le hasard a fait qu'à une époque, moi je suis parisien depuis toujours, et que je sortais beaucoup. Et j'allais, alors je ne sais pas pour parler de moi, mais un petit instant, d'ailleurs j'en ai parlé dans une autre émission avec Marc-Édouard Nab, où là, pour d'autres raisons, avec d'autres personnes, on a eu l'occasion de reparler de cette époque. J'allais dans un endroit que j'aimais beaucoup, qui n'existe plus à Paris, qui s'appelait le Matisse Bar. Ah, le Matisse Bar, que j'avais découvert, c'était Pierre Palmade. Bah, ça ne m'étonne pas. Voilà. Qui m'avait fait découvrir le bar des mauvaises. Voilà, le surnom, exactement. Le surnom du bar, le bar des mauvaises, on l'appelait. Les mauvaises, puisqu'il y avait en effet beaucoup de gens issus de la communauté, entre guillemets, de la nuit. Voilà, de la nuit, on va dire. Et puis, il y avait des gens éclectiques. Et ce qui était formidable dans cet endroit, vous allez comprendre pourquoi je prends un peu de temps pour amener le sujet, c'est qu'on rencontrait des gens incroyables. On pouvait aussi bien voir Lady Gaga, Benicio del Toro, enfin des stars internationales un travesti qui venait. Bref, c'était formidable. Et il se trouve que justement, pendant ces quelques années où j'avais l'habitude d'aller dans ce bar qui était tenu par quelqu'un qui est décédé, qui était exceptionnel. Comment il s'appelait déjà ? Il s'appelait Gérald Nanty. Gérald. Et son compagnon qui s'appelle Jacques, qu'on salue d'ailleurs, qui est resté un ami, bien évidemment. Voilà, on avait l'occasion d'avoir des confessions et des gens qui venaient. C'était le milieu de la nuit, tout le monde se livrait. Et il se trouve que moi, c'est ça qui est assez marrant, j'ai eu l'occasion de parler avec quelques membres issus de ces boys bands. Et notamment deux de ces membres qui ne sont plus là aujourd'hui. Quentin et Philippe. Exactement. Et avec qui j'ai eu l'occasion de parler vraiment de très longues soirées, longues nuits. Putain, génial. Voilà, au détour d'un verre et où les gens, se livraient, quoi. On avait des parcours. Moi, je débutais dans le journalisme. J'avais envie d'arriver dans les médias, et entre guillemets, d'être... Et il se trouve que le hasard a fait que peut-être... On s'est croisés. Peut-être, toi, je ne t'ai pas croisé, mais que j'ai peut-être croisé quelques personnes. Parce qu'en plus, la frontière entre les producteurs de musique, de variété, de télé, de tout ça était... c'est papier à cigarette. C'était un papier à cigarette. Et il se trouve que, voilà, toi, tu es très fort. Je le vois, tu es une personnalité forte, je le vois. Je crois que je suis plutôt aussi psychologiquement un peu fait du même moule que toi. C'est peut-être parce qu'on est tous les deux fils uniques. C'est ça. Hein. Et donc, j'ai eu parfois des rencontres et des castings où on m'a posé des questions qui étaient un petit peu ambiguës, tu vois, que je ne comprenais pas bien, suite à quoi, étonnamment, je faisais des castings et je n'avais pas de rappel, tu vois, et je ne comprenais pas bien, enfin plutôt si, je comprenais très rapidement, voilà, parce que voilà, j'avais des discussions, un jour on m'avait demandé dans quel établissement je sortais la nuit, enfin on me posait des questions qui n'avaient rien à voir avec le sujet. Bon, et puis après, tu vois où je veux en venir, des castings, suite à lesquels on ne me rappelle pas, voilà. Bon. Il se trouve qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des doubles vies au sein de ces boys bands, dont on a toujours dit, puisque c'était fait pour évidemment, on va dire, exciter entre guillemets les jeunes filles, la gente féminine. Voilà, la gente féminine. Et donc, il fallait cacher sa sexualité ou savoir si on était en couple ou pas, en effet. Ouais. Voilà, donc j'aimerais te demander... Mais c'était l'ordre, en fait. Ça faisait partie du concept auquel je ne comprenais pas bien, moi. Mais bon, ça, personne n'en parle de ça aujourd'hui encore. Très peu de gens en parlent. On a parlé beaucoup des affaires MeToo, mais on n'a pas parlé de ces affaires avec des garçons. Ouais. Et il y en a beaucoup qui en ont souffert. Énormément. Je pense que je ne veux pas trahir de secret parce que il y a en effet des sujets, puis les personnes ne sont plus là, donc on ne va pas reparler d'elles en particulier, mais bon, tu sais bien à quoi je fais allusion. Voilà, il y avait ce qu'on nous présentait n'était pas forcément la réalité. Non, c'est vrai. Comment tu as côtoyé ça de près ? J'aimerais bien que tu... C'était douloureux, hein. C'était douloureux parce que... Toi, tu as été confronté à ces propositions indécentes ? Bien sûr, évidemment. Bah oui, mais comment se fait-il que ces gens-là... Dans ce milieu comme dans d'autres, parce que j'ai sillonné dans... Tu vois bien à qui je fais allusion, on ne donne pas les noms, mais bon, je pense qu'en 2 secondes, on peut retrouver à qui on... Absolument. Donc ces gens-là t'ont fait des propositions peut-être indécentes, tu les as peut-être refusées, comme par hasard, je ne sais pas. La suite, tu me disais que tu allais voir des maisons de disques, on te fermait... la porte. Est-ce que tu as été victime peut-être de représailles, de gens à qui tu as... Alors je pense que dans un premier temps, si... tu étais très beau gosse, toujours. La carrière... Oh, tes conneries. Tu le dis devant ta compagne, ta femme. Mon épouse. Ton épouse, c'est important. C'est important. On voit bien qu'il s'est passé 30 ans entre les boys bands et maintenant. Ça se voit quand même.
Et d'ailleurs, tu es très franc du collier, en plus, ce qui est formidable par rapport à la foi. Tu disais, tu as eu des mauvaises fréquentations, tout ça. Peut-être qu'à un moment donné, voilà. Moi, j'ai goûté à tout, Eric. J'ai goûté à tout. J'ai goûté à tout sans aller trop loin, parce que j'ai une sensibilité assez fragile et c'est-à-dire qu'en fait, en face de quelqu'un, en face d'une certaine personne, en face de quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas. Quand tu dis tout, c'est drogue, sexualité, tout. Oui, bien sûr. Alors drogue, je ne suis pas allé non plus dans trop d'excès, parce que ça n'a jamais été mon truc. Mais en effet, en tant que roast beef d'origine à moitié, les pintes, j'en ai descendu quelques-unes, et des bons whisky aussi. Et même si j'ai un attrait plus particulier Pourquoi aujourd'hui. je te dis ça? Et pardon, après je te laisse vraiment parler. C'est parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent, notamment sur Internet. Il y a plein de jeunes. Je sais en plus que l'audience qui nous regarde est très jeune. Elle est entre 15 et 25 ans. C'est assez incroyable. C'est à peu près à 30%, 15-25, 30%, 25-35. Et encore 30% au-delà de 35. Donc il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire carrière dans l'univers du spectacle, qui veulent réussir. Et je pense que c'est important, et pour beaucoup qui ne sont pas de Paris. Et donc j'aimerais bien que, tu vois, qu'on leur dise un petit peu que c'est pas le, tu vois, que c'est pas si rose. C'est pas la belle histoire qu'on nous décrit. Et comme on l'a en paix, excuse-moi, mais j'avais l'impression quand je t'écoutais, que j'entendais d'autres gens qui parlaient. Et d'ailleurs, tu es le seul, excuse-moi, d'ailleurs, tu es le seul qui a survécu, si je peux, à tous les sens du terme. Aujourd'hui, même si tu as fait des saluts amicaux à des gens, mais qui ont vrillé professionnellement, je veux dire qu'ils ne sont plus. Mais deux gens qui ont été des stars de ces boys band et qui ont continué dans cet univers des médias, du cinéma ou de la chanson, il n'y en a aucun. Cite-moi un de ces trois boys band de l'époque, aucun. Tu es le seul, à ma connaissance. J'ai pas le sentiment d'avoir continué dans ce secteur. Oui, mais de facto, aujourd'hui, tu reviens dans cet univers. C'est un accident ce qui se passe avec Sacré-Cœur. Ah bah alors, tu valides encore plus ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ces gens-là ont été à un moment, j'ai envie de dire, utilisés, consommés, dans tous les sens du terme d'ailleurs, et jetés. Pourquoi il n'y a pas des gens de ces boys bands qui le disent aujourd'hui? Pardon, tu as la force de pouvoir aujourd'hui avoir une audience. Je sais pas, parce que tu prendrais un risque à dire que c'était... Tu as rencontré des gens qui n'étaient pas bien pour certains. Déjà, je pense qu'il y a 30 ans qu'il s'est passé, il y a prescription. Déjà, deux, il y en a quand même quelques-uns qui nous ont quittés aussi. Là, c'est pour les gens qu'on ont été victimes. Et pour des gens, des producteurs un peu véreux, dont on ne donne pas les noms, ces gens-là, c'est quand même dommage que personne ne le dise, quoi. Écoute, moi, je les côtoie plus depuis 30 ans. Donc, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus d'une certaine manière. Tout ce que je peux dire, c'est que... ils ont été en place longtemps pour ça. Oui, bien sûr, ils ont continué, bien sûr. Pour en revenir aux prémices, au début de ta question, à savoir... c'est pour mettre en garde les débuts. Alors déjà, pour mettre en garde les gens. Oui, en effet, moi, j'ai écrit un livre en 2003 qui s'appelle « Sacrifié ». Des mirages de la gloire aux merveilles de la foi. C'était le fruit de ma conversion. Ça va nous permettre de faire la transition. Voilà, et pendant 5 ou 6 ans, je crois, ou 7 ans, quelque chose comme ça, ça s'est calmé quand on s'est rencontrés avec Sabrina et qu'on s'est mariés. Et pendant des années, pendant 4, 5, 6... C'est peut-être ça le déclic d'ailleurs. C'était de rencontrer les élèves, les jeunes dans les écoles et d'aller témoigner pour faire de la prévention, en effet. Tu n'aurais peut-être pas rencontré Sabrina, tu aurais peut-être sombré, comme beaucoup. Comme les... Enfin, excuse-moi. Mais... Non, Sabrina est arrivée bien après, en fait. Ouais. C'est les retrouvailles. C'est les retrouvailles avec maman. Dumas, tu disais aussi que ça avait été très compliqué. C'est les retrouvailles avec maman et le fruit de sa prière qui m'a permis de rebondir. Et Sabrina, c'est l'apothéose. Mais c'est vrai que pendant des années, j'ai fait de la prévention dans les écoles avec ce livre contre l'alcool, contre les dérives, contre les coulisses dans le show business, la célébrité, etc. Et qu'il y a des choses peut-être plus belles à trouver pour se construire. J'ai fait ça pendant des années. Donc on peut le refaire encore un peu ici si tu veux. En effet, les coulisses du show business et ces 2 ans dans l'ombre, alliage dans l'ombre, alliage de hors caméra, c'est qui Steven, c'est quoi? C'est un gamin qui... Enfin moi j'ai 21 ans à l'époque. Je suis un gosse, je débarque à Paris. Vous étiez 3, on était 4. 4, pardon. 4. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils sont devenus à part Quentin qui est décédé? Je ne sais pas. Je crois que Roman vit en Espagne et il s'est marié avec un monsieur. Brian ou Samuel, je crois qu'il se fait. Voilà, n'a plus, on plus de contact. Voilà, je ne sais pas du tout ce qu'ils deviennent, où ils sont. Quentin nous a quittés. Quentin est mort. Il avait quand même une période difficile. Ça va faire un peu plus de 10 ans maintenant, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il est mort de tristesse, comme Philippe. C'est la tristesse qui les ont tués.
C'est parce que c'est de la tristesse dont part la mélancolie, dont part quand tu deviens un peu, tu vois, névrotique. Tu leur parlais de religion à ces gens-là? Non, parce que j'étais pas encore converti à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'avais la foi quand même. Mais ils se foutaient un peu de ma gueule, tu vois, avec mon Bouddha. T'aurais avec pu ma terminer comme eux, spiritualité. voilà ce que je voulais dire. Ah oui, absolument, absolument. Mais j'ai failli. J'ai frôlé le suicide. Donc qu'est-ce qui t'a sauvé? Mais un coup de téléphone d'une cabine à maman, voilà. Maman, au secours, je vais faire une bêtise. Et ma mère au téléphone, non mon fils, c'est moi qui te demande pardon, je t'ai élevé toute seule, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas été là, j'ai pas... Pardon. Et là, si tu veux, tu as deux pardons qui se rencontrent, clac, ça s'aligne. Et là, tac, la grâce peut passer. Et là, il y a tout qui s'apaise d'un coup. Voilà. Et parce que le pardon apporte une réconciliation. Et c'est le début de la réparation, en fait, entre deux personnes. Voilà, avec une relation compliquée peut-être pendant quelques années avec maman, c'était pas simple. Mais voilà, bref. Et les choses s'apaisent d'un coup au téléphone. C'est le retour à ce cocon maternel qui t'a protégé. Absolument. Sinon, t'aurais fait ces conneries. Voilà, sinon je pensais que je faisais la bêtise, en effet, parce qu'à force de souffrir, de mélancolie, j'étais surendetté, j'étais alcoolique, j'étais névrotique, je dormais pas la nuit, j'étais malheureux comme tout. Tous ces gens dont vous avez fait la fortune, parce que moi, excuse-moi, c'est ça qui me rend dingue, c'est que tous ces gens qui, à un moment donné, vous ont pressé comme des citrons, il n'y en a pas un qui, derrière... Je peux pas dire ça, moi. Ah, t'en as eu. Oui, parce que moi, je me rappelle avoir appelé Gérard Louvain, Daniel Moine, Claude Fournier, nos producteurs de l'époque. Et 2-3 fois, je leur ai demandé de l'aide et ils m'ont donné de l'aide. Voilà. Et je leur rends hommage pour ça. Je leur rends hommage pour ça. Allez, pour en parler au niveau des soirées un peu olé olé ou ce genre de choses, ils m'ont jamais emmerdé, moi. Voilà. Il y a eu des tentatives, bien évidemment, et c'est légitime quand il y a oui, en effet, une espèce de crush où tu vois, ou quand tu te sens séduit par là. Donc il y a des choses, mais que ce soit pour les hétéros, les gays, on s'en fout, c'est pour tout le monde pareil. Donc moi, ça a été le mur tout de suite en disant, écoute mon pote, là, ça marche pas. Ne me caresse plus jamais la bite, tu vois, c'est clair. Mais voilà, on s'aime, restons potes et faisons du bon boulot, quoi. Et ça a été respect tout de suite. Voilà. Et je pense qu'ils m'ont toujours respecté pour ça, d'ailleurs. Et qui m'ont aimé pour cette franchise. Mais vraiment, je le pense. Après, je sais pas leur vie, ce qui s'est passé, machin. C'est comme ils ne connaissent pas la mienne d'ailleurs. Donc ils ne m'emmerdent pas avec ça, je ne les emmerde pas avec ça. Ils font ce qu'ils veulent, mais il y a toujours eu cette cordialité. Voilà. Et occasionnellement, un petit texto, des félicitations. Ils sont contents pour nous de ce qui nous arrive en ce moment. Donc tout va bien. Voilà. Mais après, eux, ils sont ce qu'ils ont. Je ne sais pas après leur vie intime, ce qui s'est passé. Je ne peux pas juger. Je n'étais pas là. Pendant 25 ans, je ne les ai pas vus. Ou si ce n'est par un coup de téléphone et de passer vite fait, faire la manche, et où ils ont eu la gentillesse de bien vouloir m'aider. Donc Quentin, tu l'avais bien connu, Philippe aussi, alors qu'il était dans un autre boys band. Un peu moins, Philippe, c'était la concurrence, c'était To Be Free. On était tellement cons à l'époque, on était jeunes et cons à l'époque. Et au lieu de se réjouir de ce succès, de ce phénomène incroyable qui a inondé la France, et de se serrer les coudes, tu vois, comme deux bonnes équipes, bah non, on était dans la rivalité, on se regardait de haut comme ça, et c'était stupide. Et donc forcément, ça a créé des tensions, et c'était électrique à chaque fois qu'on se croisait dans les coulisses, machin, etc. C'est vraiment une ambiance de merde, hein, franchement. C'était pas du tout aussi heureux, aussi glamour que ça pouvait paraître à la télé. Et d'ailleurs, quand j'ai revu Franck des To Be Free et Chris des G-Squad il y a une dizaine d'années, un peu moins, et il m'avait proposé de participer à ce revival qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire, Génération Boys Band. Ça m'a touché, ça m'a fait plaisir qu'ils m'appellent et qu'ils pensent à moi, mais je leur ai dit non les gars, je ne me vois pas à 50 ballets faire comme ça. Non, c'est pas possible. T'as vu, je le fais bien encore. Hein. Et non, c'est pas possible. Mais merci d'avoir pensé à moi encore. Et on doit déjeuner d'ailleurs dans pas longtemps parce qu'on s'aime beaucoup et voilà. Bref. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que sur le plan cul, je suis quelqu'un qui a, oui, dans mon enfance, ma jeunesse, goûté un peu à tout. En effet, j'ai vite vu que non. Moi, ça, c'était les femmes. Voilà, c'était la jante féminine. J'étais hétéro, ça c'est certain. Mais je savais que mon bonheur était là, en tout cas. Voilà. Et ce qui est confirmé aujourd'hui, tu vois, 18 ans de mariage avec mon épouse, on est heureux. Et on a 2 beaux enfants, la vie est belle. Pas simple tous les jours, mais belle. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que là, on va faire comme ça la transition, va être amené à parler de la religion encore plus. Mais la notion de famille, c'est important pour toi? Ah ben c'est le berceau de l'humanité. C'est justement, c'est tellement beau
puissant et tellement un lieu de bonheur et d'enracinement pour pouvoir grandir, t'épanouir, et qu'il en est fragile. Voilà. Et parce que c'est tellement fragile, parce que c'est en fait une famille, qu'il soit 3, 2 ou 4 ou 12, c'est l'union de 5, 6, 7, 12 univers totalement différents. Voilà, une diversité totalement différente. Et c'est dans cette diversité que le travail de faire l'unité, donc qui est pas simple justement, mais quand il est fait, est une source de bonheur et de plénitude incroyable. Voilà. Et j'en ai souffert parce que justement, mon papa m'a manqué terriblement toute ma vie. J'ai souffert énormément de ne pas avoir eu de frère ni de sœur. J'ai souffert énormément d'avoir une maman qui m'aimait trop d'une certaine manière et qui n'arrivait pas à doser. Et aujourd'hui, ton rapport avec ta maman ? Très bien, tout va bien. Elle est en train de terminer son deuil après la perte de mon papa, même s'ils ont vécu séparés. Il est parti, il n'aura pas vu ce succès que tu connais. Non, il le voit de là-haut et ils ont vécu séparés pendant 30 ans, mais j'ai réussi à les rabibocher un peu tous les deux après que papa ait fait une rupture d'anévrisme il y a une vingtaine d'années. Il est retourné vivre à la maison en fait. Et ils ont vécu ces 20 dernières années comme des amis, frères et sœurs. C'est beau. Et c'est maman. Papa est mort dans les bras de maman. C'est émouvant. Il a attendu qu'elle arrive juste à temps à l'hôpital à Antibes et qu'elle le prenne dans les bras et il est parti. Voilà. Très 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 fort. Et donc je vois bien tout ça et on le voit avec mon épouse au quotidien, à la fois fort et fragile cette famille. On a fait un film là-dessus qui s'appelle Une seule chair, sur le couple, sur la promesse de bonheur dans l'alliance, dans l'union des corps, hommes et femmes, dans cette alliance, dans cette promesse de bonheur du bon Dieu, par le mariage. Un très grand succès d'ailleurs. Enfin, pour nous, à notre niveau, ça a bien marché ce film, sur la théologie du corps de Saint Jean-Paul II. À voir et à revoir sur le site de Sage Plus. Donc on voit Sage Distribution, notre distributeur. On voit bien justement dans ce film comment ces couples pétaient à un moment donné par le divorce, l'adultère, par machin, tout ce que tu veux, ça parle. Et comment le bon Dieu vient sauver tout ça et rendre toutes choses nouvelles. Et que sans lui, on ne peut rien faire en fait. Et donc c'est ce qu'on s'exerce de vivre avec mon épouse. Donc on est une famille chrétienne en effet. Et on a transmis à nos enfants dès lors cet héritage. Après, plus tard, ils font ce qu'ils veulent. 16 et 17. Donc ils sont tout à fait conscients du succès. Absolument. Ils le vivent avec beaucoup de détachement, mais ils sont très heureux pour ce qui nous arrive. Et tous les dimanches matin, on va à la messe. Et la vie est belle. Voilà. Et ils partent avec ça, ils ont la foi. Et ils aiment Jésus, et tout va bien. Ça ne les empêche pas de faire les pires conneries du monde qu'on essaie de visser, tu vois, quand même. Mais ils sont beaux. T'es dans quelle chapelle au niveau de l'église ? T'es plutôt... Je suis pas dans une chapelle. Enfin, je veux dire, t'es très dans la ligne du pape actuel, pas spécialement. T'es plutôt un peu plus... Pas spécialement. Moi, je me suis converti... Messe en latin, je sais pas. Non. Moi, je me suis converti... Le pape de ma conversion, c'est Jean-Paul II. Le pape de ma formation, c'est Benoît XVI. Je me suis senti un petit peu orphelin. Je me suis senti plutôt orphelin avec François. Ouais. Où j'ai bien compris qu'on n'était pas sa priorité en France. Le message est bien passé. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il était plus à l'étranger et auprès des musulmans qu'en France, auprès de ses enfants qui partaient dans tous les sens. Et il nous a manqué ici. On aurait aimé qu'ils viennent, tu vois. Donc il a fait la Corse et Marseille, très bien. Mais ça me serait moi, pape, je viens à Marseille, ça ne me vient pas à l'idée de ne pas passer au moins par Strasbourg ou par Paris. Tu sais, il y a un moment donné... Après, c'était ses choix. Il faisait en com, je crois qu'il était nul à chier, mais après, c'est vrai que de le voir, place Saint-Pierre, la nuit, et d'apporter la bouffe aux pauvres, oui, il m'a arraché quelques larmes quand même. Il a fait son job, comme il a pu, comme il a voulu. C'est un Argentin, c'est un sanguin, c'est quelqu'un qui avait un tempérament. C'était tendu, à mon avis, dans les coulisses du Vatican avec lui. Et voilà, là, on a Léon, il est sympa, Léon, je l'aime bien. J'étais content de le voir à la loge sortir comme ça. T'as été sur place Non, mais aussi à la télé, tu vois, à la télé, lors de l'élection, j'ai suivi ça, bien évidemment. Écoute, moi, les papes, je m'efforce de les suivre, bien évidemment. C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu as cité les musulmans à un instant. Moi, ce qui m'a interpellé, d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle interview je t'ai vu, et je trouvais ça très fort, parce qu'il y en a peu qui le disent, tu ne veux pas qu'on s'excuse d'être catholique, toi. C'est ça le truc. Ah, c'est clair.
Donc là, c'est un coup de gueule que tu... Oui, j'ai pété un câble, c'était avec l'affaire Marseille, il y avait Benoît Payan qui avait interdit ce conseil dans son service juridique. Des champions d'ailleurs. Du monde, toute catégorie, 5e dan les gars. Et donc on rappelle le contexte. Donc, le contexte, il y a le château de la c'était cette semaine d'ailleurs, la Busine. La Busine, merci. Le château de la Busine, qui est un lieu communal, comme les piscines, comme certains théâtres, comme certaines salles, machin, etc. Voilà. Donc qui est un lieu qui appartient à la mairie, mais qui est un lieu qui a été financé par les Marseillais. Donc ce lieu appartient aux Marseillais. Voilà. Il n'appartient pas à la commune de Marseille, il appartient aux Marseillais. C'est pas la mairie non plus. Et c'est pas la mairie non plus, c'est pas une annexe non plus de la mairie, donc voilà. Et il y a un cinéma, il s'avère. Il y a un cinéma et vu le succès du film, ils décident de le programmer. Ils le programment, ils vendent des billets. Je sais plus, je crois qu'il y en a peut-être 100 ou 150, je sais plus combien, peu importe. Je sais même pas combien j'avais fait la salle, 300, je sais plus, bref, peu importe. Quasiment, ils remplissent la salle, en tout cas. Et donc, tu as les gens qui viennent, et à 1 heure de la projection, non, annulation. Et au prétexte de préserver la laïcité et presque trouble à l'ordre public, et presque pour le respect au nom de pas la diversité ou la pluralité ou je sais pas quoi. Hein, la laïcité. Voilà, uniquement, laïcité. Excuse-moi, j'ai ma femme derrière qui m'aide parce que je perds mes mots de temps en temps. Et au nom de la laïcité, je fais simple. Donc là, il y en a forcément quelques-uns qui s'insurgent et qui montent au créneau. Moi, ça m'a fait péter Stéphane un câble. Ravier, d'ailleurs, il faut lui... je lui rends hommage, Stéphane Ravier. Sénateur. J'aurais préféré ou pas que ce soit quelqu'un de gauche qui le fasse. Il s'avère que c'est quelqu'un de gauche qui a empêché cette projection. Enfin, non. Et Benoît Payan est de gauche. Ah oui, c'est ça qui a empêché. Donc c'est le socialiste qui a dit non, quoi. C'est ça qui est fou. Bon, bref. Et c'est Stéphane Ravier qui est monté au créneau, qui a dit ça passe pas. Voilà. Et peut-être qu'il l'a fait d'ailleurs après mon coup de gueule. Parce qu'en effet, c'est que nous, on est tranquillement installés sur notre canapé, on reçoit des textos, on reçoit des messages. Donc ton coup de gueule, c'était quoi? Vous êtes au courant que votre film a été supprimé, interdit à la projection. Alors moi, là, tu me dis le mot interdit. Je vrille, direct. Je regarde, en effet, interdit de projeter, machin, etc. Je prends le téléphone, je fais un live et je m'adresse aux Marseillais en leur disant ne le laissez pas passer ça. Hein. Et j'appelle les chrétiens à ne plus fermer leur gueule. On nous crame nos églises, on nous profane nos tabernacles, on pète nos statues, on défonce, on démolit nos cimetières et on va nous interdire un film maintenant? Stop. Voilà. Donc là, c'est monté d'un coup. Sainte colère. Sans parler parfois qu'on égorge nos prêtres. Et voilà, et tu as raison de le dire, on égorge en plus nos prêtres, enfin pas tous, mais quand même. Et même un, c'est déjà un de trop. Voilà. Certains cas, j'ai bien dit. Voilà, Père Amel, voilà, hashtag Père Amel. Et là, je deviens fou et je laisse en fait un message sur les réseaux sociaux qui part dans tous les sens et qui est vu, je ne sais même plus combien. Le lendemain, je me retrouve chez Morandini, ça repart aussi, machin, etc. À midi, je me retrouve chez Christine Kelly, avec elle, c'est cool, elle est cool. J'adore Christine, donc je redescends tout doucement. Et le soir, je me retrouve, je ne sais plus chez qui. Pascal Pro, non On se retrouve tous les deux chez qui le soir, mon amour? Bon, bref, peu importe, sur un autre plateau, chez Hanouna, le même soir, chez Cyril, bien évidemment, voilà, pardonnez-moi, ça m'a échappé. Et là, très détendu, parce que voilà, la colère était passée. Et puis voilà, et puis en effet, moi j'avais tourné la page. Oui, mais d'ailleurs, et Stéphane Ravier remonte, et puis il fait un référé, et là, hop, c'est renversé. C'est renversé. Et là, pardon, d'ailleurs, on a échangé par texto à ce moment-là. Toi, tu me dis, il faut pardonner. Excuse-moi, mais parfois le pardon, non. Alors, il faut pardonner. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Voilà. Donc c'est ce que le Seigneur me demande, moi, de prier. Parce qu'il nous a quand même fait, le Payan, le maire de Marseille, nous a fait une pirouette magistrale quand même aussi. De prier pour nos ennemis et de bénir ceux qui nous persécutent. Ça va loin, hein, le christianisme. Hein. C'est pas... faut être solide, les gars, hein, parfois. Hein. Mais voilà. Donc voilà ce qu'il nous demande. Donc c'est ce qu'on fait. Mais aussi, on a le droit de sortir le fouet, comme Jésus l'a fait, avec les marchands du temple, et de dire stop à un moment donné. Voilà. Parce que la figure de gymnastique que nous a faite Payan, là, de dire voilà, moi, vous comprenez, je ne suis pas... Bah si, tu es un peu censé connaître le droit, puisque tu es quand même maire de Marseille, accessoirement.
surnommé quand même premier magistrat de la ville. Donc si tu veux, tu dois quand même faire un minimum attention à ce que tu fais. Donc lui, il a fait un salto arrière. Écoute, il m'a appelé, il a présenté ses excuses, il était navré de cette situation en me disant, écoutez, voilà... à toi en privé. À moi en privé, Mais il m'a pas- appelé, il m'a dit, écoutez, Steven, je suis désolé, je me suis retrouvé sur le carreau, un peu comme ça. il t'a dit ça. C'est mes équipes qui ont décidé ça sans m'en prévenir, sans m'en intervenir. Moi, je suis chef, je peux pas défoncer mes équipes devant tout le monde. Je suis désolé, mais je viendrai mardi, machin, etc. Là. Très bien, Benoît, c'est oublié. Je vous aime, c'est pardonné, tout va bien. Voilà, allez en paix, vraiment réconciliation. Donc, on a gagné. Heureux les artisans de Et paix, il est ils seront venu appelés fils de Dieu. Mardi arrive et il vient pas. Voilà. Non, mais ça, faut le dire. Pas bien, Benoît. Tu peux le dire à la caméra. Léa. Pas bien, Benoît. Comment t'expliques ça? Non, mais Je- voilà, ça veut dire que la parole. Bah, c'est que je suis naïf, peut-être. Je dois être trop bon, trop con, trop naïf, Donc, peut-être. il t'avait dit, je viendrai mardi. Oui, absolument. Mais je pense qu'il s'est un peu chié dessus. Il y avait tous les LR, il y avait tous les RN, il y avait tous les machins, il y avait tout le monde, il y avait toute la droite. J'imagine, il y avait plein il y avait du public aussi. Mais il avait peur de se faire rabrouer ou de se faire siffler. Ce que je peux te comprendre complètement. Mais c'est dommage, ça manque de couilles. C'est dommage. Et on en crève de chrétiens, parce qu'il est catholique en plus. Donc on en crève de ce catholicisme-là. Moi, je veux bien qu'ils donnent des terrains à des musulmans pour construire des mosquées. Il n'y a pas de souci. On est en France, cocorico, on accueille, pas de souci. Mais qu'ils puissent aussi un petit peu de temps en temps se préoccuper de nous. Enfin, moi, je suis pas marseillais en l'occurrence, mais en tout cas des chrétiens de Marseille, en tout cas. Voilà. Est-ce que tu penses que les chrétiens et les cathos en France sont pas Ah assez, non, on n'est pas la priorité, non. la priorité? Non, non, ça se voit. On n'est vraiment pas la priorité. Au contraire, j'ai le sentiment que dès qu'on peut nous mettre une gifle, tu vois, ou les éteindre, et on le voit d'ailleurs, récemment, ils ont osé mettre sur la table l'idée que demain, on pourrait plus dire Joyeux Noël, Bonne Pâques, etc. Voilà. Mais qu'on pourra quand même toujours dire Moubarak, machin, les fêtes juives, bonne Hanouka, machin, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais Joyeux Noël, Joyeuse Pâques, non. Ça a été mis sur la table. Ça n'a pas été voté, mais quand même. On est chez Donc les fous. on est quand même chez les fous, quoi. Tu vois. Et c'est un Français qui n'est pas de souche qui le dit. Je ne suis pas un Français de souche. Hein. Et je prends le dossier à bras-le-corps hein, pour les Français de souche. En disant, les mecs, vous allez vous faire éteindre à un moment donné, les chrétiens. Pardonnez-moi de vous le dire, les Gaston, les Hubert, je vous le dis en toute simplicité. Il faut vous réveiller, même si tu n'as pas la foi, tu as quand même ces racines en toi, hein, tu es de cette terre. Hein. S'il n'y a pas Clovis à un moment donné, toi, tu n'es pas là. Hein. C'est bien clair. Hein, voilà. Donc, à un moment donné, il faut rendre aussi à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, mais aussi, surtout, à César ce qui est à César. Quoi. Et cette terre qui, moi, m'a accueilli, sous le regard bienveillant et saint de François de Sales et Jeanne de Chantal, qui sont à la visitation, les deux saints de la visitation d'Annecy. Voilà, vous êtes sur les terres de Louis-Marie Grignon de Montfort, de Thérèse de Lisieux, de Bernadette, de Jean-Marie Vianney, etc. C'est ça la France. Hein. Et ne vous le faites pas arracher. Vous devriez être au contraire héritier heureux et fier d'appartenir à cette lignée et de redécouvrir cet héritage chrétien qui est fou, quoi. Ces bâtisseurs de cathédrales, ces monastères, ces chapelles de village, ces calvaires partout, ici ou là, etc. C'est Éric Zemmour d'ailleurs qui est plutôt là-dessus sur ta ligne. Alors qu'il Ouais, est j'attends juste qu'il se il est baptise. confession juive en plus. Tu vois, j'attends qu'il se baptise, qu'il aille jusqu'au bout du truc alors. Il est gentil de représenter les chrétiens en France. Je ne fais pas de politique, j'y connais rien, hein, mais à un moment donné, je suis ça me touche hein, d'ailleurs, qu'ils prennent le sujet au sérieux, on va dire, et puis qu'ils soient le premier à nous dire oh, les cathos, oh, les cathos. Eh bien, on a envie de lui dire, bah, vas-y, va jusqu'au bout, fais-toi baptiser. Tu vois, montre vraiment l'exemple jusqu'au bout, quoi. Tu vois, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller en terre d'islam en tant que catholique en disant aux musulmans, ouais, les musulmans, réveillez-vous, réveillez-vous. Tu vois, ils vont me dire quoi? Ouais, convertis-toi déjà, et puis tu viendras nous donner des leçons après, quoi, tu vois. C'est, me semble-t-il. Mais après, voilà. Avec amour, je dis ça. Bien entendu. Toujours. Alors, j'aimerais que tu m'expliques comment on passe 30 ans après de Gérard Louvain à Vincent Bolloré? Parce que donc, on va dire les choses. Donc, on va parler à présent de ton film pour la dernière partie de l'émission. Ouais.
ce film, donc c'est absolument incroyable, hein, qui frôle, je crois, à l'heure où on parle, pas loin des 300 000 spectateurs, avec encore plus de salles. Alors tu craignais, il y a encore 2 semaines, au moment où on se parlait, de peut-être plus avoir de salles où il était projeté. C'est incroyable, il y en a plus chaque semaine, parce que finalement c'est un business aussi. Donc ça aussi, c'est formidable, c'est qu'à un moment donné, il y en a quelques-uns qui ont peut-être intégré que c'était aussi un business et que finalement... les cathos, pour beaucoup, sont aussi peut-être des consommateurs. Et ils vont peut-être voir des films, ils achètent. Et donc, force de leur cracher à la gueule... Comme j'ai dit chez Morandini, il y a des catholiques en France, les gars. Il va falloir faire avec. D'ailleurs, tu sais quoi, c'est une de mes visions, là, ce revirement du maire de Marseille. Je me suis dit peut-être qu'il a à un moment intégré aussi qu'il y avait peut-être quelques cathos encore quand même à Marseille, qui votent peut-être, ou en tout cas qui, sur un plan national, font parler. Ou tout du moins, arrêtez de les faire chier. C'est tout ce que je dis. Voilà. Mais ils sont là. Peut-être parce que c'est vrai, là pour le coup, c'est pas Éric Zemmour qui te le dit, c'est un catho, c'est moi. C'est vrai qu'on ne réagit pas beaucoup au niveau catho. Mais tant qu'on ne réagira pas, ils continueront de vouloir nous effacer. Mais c'est formidable, hein, parce qu'il suffit simplement d'ouvrir sa bouche. Continuons, tu vises qui? C'est les politiques? Je ne sais pas. Une ambiance nauséabonde et sordide. Déjà, il y a le diable. Hein. Personne n'en parle, mais moi j'en parle clairement. Déjà, il y a Satan, le prince des ténèbres, le prince de ce monde, qui déteste tout ce qui est chrétien et qui fait tout pour l'anéantir. Donc ça part de là. Donc après, le niveau politique... vraiment à ça? Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois en l'Église catholique, une sainte... Et je renonce à Satan. Dans mes prières, c'est ça. Dans le film, on en parle. Je renonce à Satan, je le rejette, oui, je le rejette. C'est la prière qu'on fait. Je pense qu'il y a des gens qui incarnent, comme tu dis, véritablement le diable aujourd'hui. Qui ne l'incarnent pas, mais qui s'en inspirent, oui, bien sûr. Il y a des adorateurs du malin, oui, bien sûr. Évidemment. Me semble-t-il. Après, je ne sais pas qui ils sont, comment et jusqu'où ils vont, mais ça ne me regarde pas. Mais en effet, c'est Saint Paul qui en parle très bien. Vous ne luttez pas contre la chair, mais contre les ténèbres invisibles. Enfin, excuse-moi, les cathos, on en parle. Je crois que c'est même La Croix qui te pourrit ton film, enfin, qui t'a... Si je peux me permettre. Enfin, c'est pas La Croix directement, c'est un collectif. Alors, c'est un collectif. J'ai pas lu le truc. Je crois qu'on a préparé un droit de réponse. On va voir s'ils vont le diffuser. Enfin, c'est vrai que c'est... Bon. Je laisse au... Pour le moment, c'est dans le pipe, donc je préfère pas trop en parler parce que je sais pas trop comment ça va évoluer. Mais la Croix n'aime personne à la base. Hein. La Croix n'aime personne. Hein. En tout cas, la Croix n'aime pas ce qui est chrétien. Ça, c'est clair et net. Donc dès que tu as un truc catho qui sort au théâtre, au cinéma, à la télé ou quoi que ce soit, il torpille. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Peu importe. C'est vrai que l'Église en soi, moi je connais pas mal de gens très très pratiquants et qui sont pour beaucoup ulcérés quand à chaque fois ils vont à la messe et ils ont l'impression que le prêtre leur fait un sermon politique, quoi, tu vois. Oui, ça arrive aussi, ça arrive. Limite, je pense que le chrétien... Limite leur dit pas voter certains partis, enfin c'est lunaire, quoi. C'est lunaire, il y a des endroits, il y a de tout, hein. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Moi, je m'occupe de mon âme quand je vais à la messe et je me concentre sur l'Eucharistie. Après, là où j'en ai, que le prêtre me plaise ou pas, c'est pas lui que je viens voir. Voilà. Alors Bolloré. Et Bolloré. Parce que ce film, donc, il a été créé. Alors, il faut aussi être transparent. Il a été financé, cofinancé, en quelle mesure, à quel étiage? Je vais te raconter tout ça. Je vais rendre hommage au père Cyril Gordien, qui est un ami prêtre qui nous quitte il y a 3 ans maintenant. Et au moment de ses obsèques, on rencontre le père Guillaume, avec qui on parle, tout ça. Voilà. Il voulait nous offrir des bouquins sur un petit héritage du père Cyril. Et quand on déjeune ensemble, on lui raconte un peu nos vies, ce qu'on fait, etc. Et il s'avère que ce prêtre-là est proche de Vincent Bolloré. Je te parle de ça il y a 3 ans. Et pourquoi il me raconte, et pourquoi il nous parle de Vincent Bolloré? Parce qu'il nous dit, mais c'est beau ce que vous faites, tous ces films depuis des années avec ton épouse. Ça serait bien d'en parler à Vincent, peut-être qu'il pourrait vous aider. Parce qu'on galère toujours avec Sabrina. On est des pauvres, on fait des films de pauvres avec les pauvres et pour les pauvres. On démarre, on a 0, on fait la manche. On lève 10, 15, 30, 50 000, 80 000 balles selon le devis, selon le budget du film. Et on démarre à la fin. On démarre au début, on se dit putain, mais comment on va faire? Et à la fin, il y a un film et on se dit putain, mais comment on a fait? Voilà, pour faire très simple. Et il reste rien et on repart de 0 à chaque fois. Et c'est vrai qu'on passe notre temps à mendier, en fait, à faire des levées de fonds, cagnottes participatives, etc. Et puis taper aux portes.
des mécènes, des fondations et des gros portefeuilles. Et on se prend 90% de vent et de gifles. Et c'est difficile comme métier, hein, producteur, si j'avais su. Bref, et enfin, ça commence à payer, donc on est content. Et c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné donc, la rencontre avec ce prêtre, avec lequel on déjeune, et qui nous dit, comme 50 personnes nous l'avaient dit déjà depuis des années, mais pourquoi vous n'allez pas demander à Vincent Bolloré, il est super, il est catho, il est généreux, etc., il va vous aider. Je dis parce que je ne le connais pas, je n'ai pas son numéro de téléphone, et puis je ne sais pas, on verra à la grâce, à la providence un jour peut-être, tu vois, je force pas la providence. Je force pas les choses. Et quand on rencontre ce prêtre, il dit, mais moi je vais lui parler, je le connais bien, prenez son numéro, appelez-le de ma part. Donc je commence d'abord avec un timide SMS, bonjour, je m'appelle Steven Gunel, avec ma femme, machin, on fait des films, c'est le père Guillaume qui m'a donné son... Je reçois une réponse, mais 2 mois plus tard. Oui, bonjour, avec plaisir. Voilà. Et comme ça, pendant presque 2 ans, tous les 3-4 mois, un petit, voilà, on fait ce projet, si vous plaît. Jamais. Voilà, on part sur un nouveau projet, si vous voulez bien nous soutenir. Ah, merveilleux. Silence. Tu vois, oui, peut-être que machin, 3 mois plus tard, je retente une perche, tu vois. Peut-être que là, oui, on va se voir, promis. Puis ça s'est jamais fait, en fait. Et puis ce qui s'est passé, c'est que pendant le tournage de Sacré-Cœur, au moment où on était en train de produire... tournage malgré tout, là. Oui, parce qu'on a fait en fin 2023, c'est-à-dire de novembre à décembre 2023 jusqu'au premier semestre 2024, jusqu'au mois de mai à peu près, on s'est démené comme pas possible pour essayer de lever à peu près l'équivalent de 300 000 balles en faisant la manche avec cette campagne de financement participatif qui a bien marché. Il y a environ 1000 personnes qui nous ont soutenus et on a réussi à lever 300 000 balles. Voilà. Ce qui nous a permis de lever une équipe de tournage professionnelle du cinéma avec du matos vraiment haut de gamme et de produire la partie docu, c'est-à-dire les témoins, les experts, les historiens, les théoniens, etc. Voilà. C'est un documentaire fiction. Donc tu as des gens qui te parlent devant la caméra et qui te racontent la vie. Et puis hop, on reconstitue tout ça avec des scènes de fiction, des comédiens, des décors, de la lumière, des costumes, du maquillage, des effets spéciaux, de la musique, etc., etc. Voilà. Donc on avait juste de quoi produire la partie docu, c'est-à-dire juste les interviews des témoins, des experts, des théologiens, dans quasiment un même lieu. On a dû aussi un peu se déplacer, faire du repérage, sortir le drone, faire des plans de coupe, etc. pour alimenter. Et on se retrouve au mois de juin à faire cette partie de docu, et hop, sur la paille, on a tout dépensé, on n'a plus d'argent. Donc la partie fiction, on ne peut plus la faire. Donc on se dit, avec Sabrina, comme on le fait depuis 10 ans, système D, on va se démerder et puis on va voir ce qu'on peut trouver sur Internet, libre de droit, avec des tableaux, des archives, des peintures, et puis les sites de banques d'images aussi, et puis on va bricoler un truc. Et là, le problème, c'est que j'ai des équipes hyper motivées à ce moment-là, notamment, je lui rends hommage, Mathieu Misiraka, notre chef opérateur, qui nous dit, Steven, non, il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment maintenant, il faut qu'on se démerde pour qu'on filme ces scènes de reconstitution qu'on avait storyboardées, écrites, machin, avec notre premier assistant, avec toute l'équipe, machin, on avait vraiment... Mais il nous manquait 300 000 balles, en fait, voilà, pour faire la partie fiction. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai retenté une fois ultime le petit SMS à Vincent Bolloré, en lui disant, écoutez Vincent, voilà, ça fait 3 ans qu'on s'envoie des SMS. Voilà, si vous voulez nous aider, vraiment, c'est maintenant. Voilà. On est là, on tourne, venez et voyez. Voilà. Et il débarque avec l'équipe de Canal+, Gérald Brice-Viré, et ils étaient 2 ou 3, et notre distributeur, Hubert de Torcy. Et ils sont venus sur le set de tournage, ils ont vu ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de tourner. On leur a filé le doc de prod, ils ont tout pigé. Ils ont vu le matériel, ils ont, je crois, même été assez impressionnés pour un documentaire, visiblement. Et ils nous ont dit, bon, combien ? Et on leur a dit, voilà, le budget, il est là, il manque 300 000 balles. Et il a dit, je vous l'achète. Voilà. Canal+ nous a dit, on l'achète. Voilà. Donc, ils nous ont permis de boucler le budget. Avec ces 300 000 balles de contrat, on a pu aller les emprunter parce qu'il nous fallait la trésorerie tout de suite. Voilà. Et donc, on a réussi à lever 330 en investissement et qu'on va recevoir et qu'on va rembourser, évidemment. Et donc, l'objet de ce contrat, c'était de l'acheter pour pouvoir après le diffuser après le cinéma sur les chaînes du groupe Canal. Voilà. Et après, MyCanal, la VOD, DVD, et puis etc. etc. Voilà. On arrive en juin, juillet, août, le temps de signer les contrats avec Canal+, à récupérer la trésorerie pour mettre en place la plan fiction. De quel 2024. Voilà, été 2024. Et fin septembre, on a la trésorerie grâce aux emprunts
qu'on fait grâce comme garantie les contrats Canal. Il n'y a pas de CNC là? Il n'y a rien parce qu'en fait, si tu veux, on n'avait même pas les moyens de se payer un juriste. On a travaillé ici avec Sophie, c'est fou, quand même. Gros bisous, C'est fou. qui bénévolement nous a aidé déjà à monter la structure, le CNC pour avoir les agréments, le visa, les machins, etc. Mais pas de financement, pas d'avance recette, pas d'avance écriture, rien. Voilà. Parce qu'il fallait remplir des documents comme ça, des dossiers. Et ils m'ont dit, voilà, le truc, il doit être livré là, t'as pas le temps, ils vont mettre 2 ans pour répondre peut-être, et on est sûr qu'on va se prendre un râteau. Donc on a balayé l'idée, et puis on dit, on fonce, et on se démerde avec ce qu'on a. C'est ça ce qu'on a fait. En novembre 2024, on se pose pendant 15 jours dans la région d'Avignon. On est une équipe d'environ 100 personnes, comédiens inclus, Silhouette, l'équipe technique, l'électro, le chef-op, le son, la lumière, machin. On avait vraiment les caméras, toute l'artillerie avec l'assistant 1, 2, 3, dans tous les chefs de poste. C'était vraiment incroyable ce qu'on a vécu. Et on a pu tourner dans cette région la vie de Marguerite Marie, les apparitions avec Jésus-Christ, le peintre des Vallières dans les tranchées, le miracle eucharistique avec Mère Yvonne Aimée de Malétroit, et tout le reste. Et c'était 15 jours extraordinaires, très difficiles, mais 15 jours extraordinaires. Et à la fin, ça a donné ce chef-d'œuvre qu'on n'aurait jamais pu faire sans Canal, qu'on n'aurait jamais pu faire sans toutes les équipes qui ont mis tout leur talent et leur cœur au service de cette réalisation et de cette production. C'est un bon investissement en même temps pour Canal, donc, parce que vu le résultat, ils doivent être contents tous là. Les distributeurs sages, je pense que tout le monde est content. Vincent Bolloré, est-ce que tu as eu un retour de sa part? Oui, bien sûr. On s'envoie régulièrement maintenant des échanges de satisfaction parce qu'on voit les chiffres. Il est content. Il est ravi pour nous, surtout. Je pense que je ne veux pas dire qu'il s'en fout parce qu'il est chef de capitaine, il est capitaine d'un navire de guerre, d'un colossal. Donc je pense qu'il est vraiment, il est sur d'autres fronts. On se voit pas, hein, on se parle rarement. Tout le monde est content. Gérald Brice-Viré est content, Canal+ est content. Qu'est-ce que tu penses un instant tout le monde est content. Des critiques sur Bolloré quand même, parce que là c'est un vrai sujet aussi. On voit là encore cette semaine, j'ai vu que sur France Télévisions, Ségolène Royal qui a été édité son dernier livre chez Fayard, qu'on peut pas suspecter d'être une pro-Bolloré. Voilà, tu as Gilles Bernstein, je crois qu'il interviewe, enfin c'est lunaire quoi, qui lui a fait limite faire acte de confession parce qu'elle avait au crime suprême fait éditer son livre chez Fayard. Je pense que très honnêtement, tout le monde devrait se calmer. Tout le monde devrait redescendre de 3-4 étages sur tous ces sujets-là. T'as Aurélien Saint-Toul, le député LFI qui dit qu'il y aurait eu mensonge. Enfin, c'est absolument... Non, mais il faut que tout le monde se détende. Monsieur Vincent Bolloré est un capitaine de navire qui bosse beaucoup et qui donne des emplois à des milliers de personnes. Moi, je ne connais pas le dossier, je ne connais pas le monsieur en toute intimité. Je ne sais pas sa carrière, ce qu'il a vu. Je n'ai pas lu sa biographie. Voilà, je crois qu'il rachète à un moment donné l'entreprise familiale qui confectionnait des papiers de cigarettes, là, voilà, très bien. Et après, je ne sais pas comment il s'est démerdé pour récupérer, je ne sais pas. Mais tant mieux. En gros, il investit dans des médias, il donne un autre son de cloche qui n'est plus celui. Parce que toi, jamais invité à France Télé, jamais invité à TF1. Enfin, non. Alors, on est invité à France Télé. On est invité partout jusqu'à là, étrangement. On a fait Télérama, Le Monde, France Radio. Je parle des chaînes. Les médias. Moi, je parle des chaînes, des médias en général. Tu as été invité sur TF1 ou France Télé? Et les deux seuls qui, à présent, ne se sont pas occupés du sujet Sacré-Cœur, c'est TF1 et France Télévisions. Ben voilà. C'est ce que je dis. Ouais. Comment t'expliques ça, bordel? Et pourtant, peut-être parce que je sais pas. Alors que tu aurais fait une bouse financée par le CNC avec 10 spectateurs, je peux te dire que tu étais invité partout, hein. Chez Barthès, non, jamais. Non, Yann Barthès. Yann Barthès, qu'est-ce que tu sais pas, tu pourrais lui dire. Mais je pense que. T'en as peut-être rien à foutre d'ailleurs. Alors déjà, je peux pas dire que j'en ai rien à foutre. C'est pas vrai. Je mentirais parce que on est toujours très. Si t'invites, avec Sabrina, on est toujours très heureux quand on nous invite parce que c'est toujours une joie pour nous, où que ce soit, quel que soit le support, de défendre notre film. Ça, c'est clair et net, d'abord. Oui, t'as rien contre. Donc, de droite, de gauche, du centre, j'en ai strictement rien à foutre. On est content de faire des interviews. Ça s'est très bien passé avec Télérama. Ça s'est très bien passé avec Le Figaro. Je suis avec toi aujourd'hui. Hier, on était avec, je sais plus. On va là où on nous invite avec joie. Mais vraiment, quoi. Et on déplore qu'on ne soit pas plus invité, au moins ne serait-ce que pour parler du film, sur le service public et des trucs comme ça. Tu vois, comment t'expliques ça va peut-être venir, mais ça va peut-être venir. Et c'est une frilosité de la part de ces gens. Je te dis encore une fois. J'en ai aucune idée, je les connais pas. Je sais pas comment ça se passe en interne. Je sais par expérience. Je te mets sur
la piste. Tu crois pas que le fait que tu sois financé par Bolloré, ça aide pas? Alors, il faut que les choses soient très claires. Je dis ça sans aucune Je ne suis pas... Nous ne sommes pas... J'aimerais être financé. Ces gens-là, non, j'aimerais, je ne cautionne pas tout ce que je viens de dire. Non, c'est je une vais manière de aller, dire, je vais aller même plus loin. Je vais aller même plus loin dans ta question. J'aimerais être financé par Bolloré. Nous ne sommes pas financés par Bolloré. Nous avons été préachetés, le film a été préacheté par le groupe Canal+, dont l'actionnaire majoritaire, nanana, si tu veux, c'est vrai. Mais c'est pas... Ouais, parce que tu as raison, Canal finance tout le cinéma français mais en plus. Canal+, tu as raison, finance tous les films. a même financé Les Mousquetrices, d'une certaine manière. Tu sais, le film Les Mousquetaires avec les 3 nanas, là, voilà, qui a fait 1000 entrées. Voilà. Qui doit avoir un budget légèrement... Et qui a eu, je crois, 10 millions ou 15 millions de budget devant 800 000 euros à côté de nous. Mais Canal+ finance tout le cinéma français. Donc il faut arrêter de dire qu'on est financé par Bolloré. Mais j'aimerais être financé par Bolloré. Ou par même d'autres, voilà, avec plaisir. On serait heureux d'avoir des milliards et des millions avec mon épouse pour pouvoir faire plein de films chrétiens sur la vie des saints, sur la vie de l'Église, sur tout ça. Il n'y a pas de problème. Et il se trouve qu'on ne les a pas. Mais on le fait avec. Et on a eu beaucoup de chance de rencontrer Vincent Bolloré, qui nous avait présenté Gérald Brice-Viré, et qui sont des gens absolument délicieux, charmants, courtois, toujours prêts à rendre service, présents, dès qu'il y a un pépin, un conseil ou quoi que ce soit, ils nous ont arrangé les coups pas possible. Donc tout va bien. C'est des mecs sympas. Il faut arrêter c'est pas la descendance de Himmler et de Goebbels, quoi, à un moment donné, tu vois. Il faut qu'on se détende. Non, mais il faut qu'on se détende. La gauche aussi, elle a ses milliardaires. Il me semble-t-il. La gauche aussi, elle a ses milliardaires au-dessus de Libé, au-dessus de celui qui a racheté Kretinsky, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Qui n'est même pas français. Est-ce qu'on les emmerde à longueur de temps avec ces questions-là, à la gauche, en lui disant, mais vous êtes bien, machin, financier, nanana. Est-ce qu'on les emmerde, nous, ou les autres, en tout cas, ceux de droite, dans lequel je ne suis pas, parce que je suis apolitique. Moi, je suis du Christ, je suis de la croix, moi. Je ne suis pas d'un autre parti. Voilà, je suis je m'efforce de faire comme le Christ, d'unifier dans la diversité. Voilà, c'est ça le Christ, c'est ça le christianisme. Donc j'aimerais simplement qu'à un moment donné, tu vois, tout le monde baisse d'un ton et se détende, et qu'on arrive, tu vois, un petit peu à ça. On n'est pas obligé de s'aimer, hein. Aimez-vous les uns les autres. Bon, après on se démerde, tu vois. Mais si ça veut pas, ça veut pas. Mais au moins on peut rester courtois. On peut un peu, à un moment donné, avoir un esprit de courtoisie, d'élégance, même si on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord. L'idée de quelqu'un peut gêner tellement qu'il peut se prendre une balle dans la gueule. Charlie Kirk. Tu vois jusqu'où on va ? Mais donc, il faut que tout le monde se calme à un moment donné. Voilà. Réjouissez-vous. Oui, il y a des chrétiens en France. Et bien, merci Canal+, d'avoir donné 300 000 balles. C'est pas 300 millions de dollars non plus, c'est juste 300 000 balles. Voilà. Que je vais rembourser, qu'on va rembourser, et qui nous permet de faire ce joli petit film qui fait que du bien. Parce que c'est le prolongement de nous-mêmes, hein, Sacré-Cœur. C'est même pas un film, c'est un acte d'amour. C'est un acte de foi. Alors je confirme que moi, voilà. À la fin du film, les gens autour de moi pleuraient, étaient très très émus. Voilà, parce que je pense que derrière, il y a un message qui peut apporter de la réparation, de la consolation. Alors justement, avec cet amour qui nous survivra et qui peut changer des cœurs. Voilà. C'est que ça le film. Alors parlons-en de ce film justement. Si tu devais me le pitcher, comme dirait un certain paix à son âme, Ardisson, voilà, tu as 1 minute pour me pitcher ton film. Là, je l'ai pas vu. 1673-1675, sœur Marguerite Marie, visitandine, religieuse, grande amoureuse de l'Eucharistie, de la messe, vit des apparitions de Jésus-Christ, qui lui révèle son amour brûlant pour toute l'humanité. Et il dit à ce moment-là, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, mais qui ne reçoit que mépris et ingratitude en retour. Voilà, je pitch, le film c'est ça. Ça raconte ça, et comment ce message d'amour traverse les siècles au cours de ces 350 ans. On vient de fêter les 350 ans de ses apparitions. Passe au-dessus des frontières, traverse les frontières de France pour aller se répandre ce message partout dans le monde avec les missionnaires jésuites, dominicains et autres, et j'en passe, franciscains. Hein. Et ce feu d'amour va prendre dans tous les pays, cette dévotion et cette spiritualité du cœur sacré qui n'est autre que le cœur du cœur de notre foi, l'amour du Père révélé dans le Fils, voilà, pour ceux qui arrivent un petit peu à comprendre. C'est-à-dire que c'est tellement simple que ça devient compliqué à comprendre, en fait. C'est de l'amour, en fait, à haute dose. Voilà, c'est simplement ça. Pendant qu'en France,
la révolution, les guerres, tu vois, ce Sacré-Cœur se délite tout doucement, cette dévotion disparaît. Voilà. Et d'où ça vient cette idée? Pourquoi tu as voulu parler de ça en particulier, cette sainte? Au mois d'août 2023, on est à Notre-Dame-du-Lot pour une retraite spirituelle en famille. Et on rencontre ce jour-là, qui seront dans le film plus tard, Alicia Beauvisage et le père Édouard Marot, qui sont 2 missionnaires du cœur sacré de Jésus et qui sillonnent la planète entière pour apporter cette dévotion spirituelle. Et ils ne vont pas dans des endroits élitistes, des palaces, des machins. Non, ils vont dans des prisons, ils vont dans des goulags, ils vont dans des lieux dégueulasses où plus personne ne veut aller. Et ils apportent l'amour du Christ là où plus personne ne veut se rendre. Voilà. Et donc je leur rends hommage, Alicia et le père Marot. Et c'est de leur rencontre avec eux que l'idée du film est née, en fait. Parce qu'on s'est aperçu, en fait, en regardant un peu sur Internet, que l'histoire de Paray-les-Moniales est méconnue, que Marguerite Marie, très peu la connaissent, qu'elle n'a pas du tout ce rayonnement et cette popularité que peut avoir Sainte Thérèse de Lisieux ou Sainte Bernadette ou Jeanne d'Arc, et que même dans la cathosphère, entre guillemets, peu de personnes savent véritablement ce qui s'est passé à Paray-les-Moniales et ses révélations, etc. Donc c'est là que ça nous a un peu pété à la gueule et qu'à un moment donné, dans la prière, pour voir si c'était ça la volonté du bon Dieu, je vois une affiche de film magnifique, avec ce cœur sacré comme ça. Tout le monde n'a pas aimé cette affiche. Voilà, hein. et je la vois dans la gare, dans les métros, voilà. Alors, et je me dis, putain, ça aurait de la gueule, ça. Et là aussi, et là aussi, pas d'affiche. Mais c'est drôle, c'est marrant. Donc là, on répète, non mais attends, c'est encore dingue, mais il faut s'arrêter 2 secondes. Ton affiche a été censurée, c'est ça au départ? Alors, elle a été censurée, oui et non, dans le sens refusée par la régie. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on arrive de toute façon en bout de course financièrement, on n'avait pas les moyens de s'offrir une campagne d'affiches. Mais il s'avère que providentiellement, une personne s'apprêtait à nous aider, modestement. Donc on en parle à notre éditeur, qui nous dit, bah, écoute, je vais faire des budgets auprès des régies, de transport, et on va voir ce qu'on... Voilà. On est au mois de juillet 2025. 24 25. Donc on là, est au mois de juillet, donc voilà. Et on reçoit les devis avec des sommes pour nous inabordables. Donc on dit laisse tomber. Mais par contre, il y en a une dans le lot qui nous dit alors voilà les tarifs, mais de toute façon, on ne le diffusera pas parce que c'est dans notre charte, on veut préserver la neutralité, machin, etc. Et c'est quoi alors? Qu'est-ce qui gênait sur cette. L'affiche du Christ, voilà, le cœur, comme ça, voilà, juste ça. Et nous, c'était en juillet déjà. Donc on se dit, bon, c'est pas grave, on est habitués. Hubert, notre distributeur, lui aussi, donc on ne s'est pas formalisé, on a oublié, on l'a laissé tomber. Juillet, août, septembre arrivent, les premières avant-premières se préparent, la sortie du film est prévue pour le mois d'octobre, le 1er octobre, on commence à recevoir 2-3 coups de fil de journalistes. Et je reçois un coup de téléphone, pour ne pas le nommer, de notre bon monsieur cinéma de Canal, monsieur Olivier Benkemoun, qui est un mec génial, un ami que j'embrasse, mon Olivier, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qu'on a avec Sabrina, qu'on aime énormément. Voilà. Et qui me fait l'interview, mais vite fait, tu vois, il voulait faire une chronique 1 minute 30 chez Thomas Hill pour Europe 1, point barre. Ce qui déjà me touchait, donc c'était sympa. Et pendant l'interview, il me dit, putain, mais j'ai vu votre film, il est quand même vachement beau, bien foutu, bravo, c'est quand même un truc un peu hybride, tu vois, avec partie documentaire, témoin, fiction et tout, c'est quand même fort. Mais je pense que ça va quand même pas mal marcher, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de machin, et je dis, bah, parce qu'ils en ont pas voulu. Et il dit, ah. Comment ça, ils n'en ont pas voulu? J'explique, voilà, ils ont trouvé ça, machin. Donc à la RATP, à la SNCF, ils nous ont dit non. Très bien. Donc si vous voulez bien, en fait, finalement, on va prolonger l'interview. Je vous rappelle demain, venez à Europe 1. Et là, j'ai vu le truc venir, en fait. Et c'est là qu'il a été sensible à cette situation. Il en a parlé après à toute l'équipe, Pro, Morandini, Kelly, etc. Et puis, hop, c'est monté dans les tours. Et c'est tellement monté dans les tours que c'est passé chez Pujada sur LCI, sur RTL avec, j'ai oublié le nom de la journaliste. Enfin voilà, il y a tout le monde qui a défendu notre cause. France Inter, non? Il n'y a pas? J'ai pas vu passer, en tout cas. C'est étonnant, ça. Encore, ça va finir par se voir, les mecs, à un moment donné. À un moment, ça se voit. À un moment donné, ça se voit, je veux pas dire. Et bref, et en fait, voilà, il y a eu cette polémique, ce petit pétard mouillé qui a duré 2 jours, qui nous a permis d'engranger la première semaine 43 000 entrées. Et puis après, derrière, c'est le bouche à oreille. Voilà. Donc, pas eu besoin d'affiche. Merci, la RATP. Merci SNCF. Vous nous avez fait économiser 400 000 balles. Puis du coup, ça a permis de faire, comme on dit, le buzz. Et puis ça continue en plus, hein, ça va peut-être pas s'arrêter. Hein. On rentre dans la 5e semaine. On est à l'heure où je te parle, on est dans
On est dans la 5e semaine. On frôle les 300 000, je disais. Non, mais c'est un Voilà. truc de dingue. Enfin, moi, je vise rien personnellement parce que le film m'appartient plus. Mais moi, je suis déjà sur le prochain, donc tout va bien. Mais c'est vrai que notre éditeur, notre distributeur, lui, c'est ce qu'on dit, c'est ce que l'on entend, que le film pourrait atteindre des 300, 400 000. Les copains, on verra. Quand on t'observe, et puis on voit là avec cette verve que tu as, enfin c'est ce qui d'ailleurs est hyper touchant et c'est pourquoi je suis ravi de t'avoir. Tu te sens quand même pas investi un peu d'une mission, un peu, on te ressent presque comme un messager, même je vois, excuse-moi, mais sans faire de la morphopsychologie à deux balles, t'as une gueule, t'es Vercingétorix quoi, t'es là. Comme on le dit à chaque fois avec mon épouse, chaque film est le premier et le dernier. Voilà. Et j'attends la retraite avec impatience. Moi, mon rêve, c'est de finir en Bretagne à vendre des crêpes et à jouer au golf le week-end. Ah ben on est deux là. Voilà. Plein de fois commun. Tu vas à Venise, tu vas en Italie, tu as des drapeaux italiens partout. Tu vas en Angleterre, tu as des drapeaux d'Angleterre partout. Aux États-Unis, je t'en parle même pas. Et nous, en France, je ne sais pas, tu mets un drapeau français quelque part, facho, nazi, extrême droite, machin. Quoi, on te considérait comme un mec complètement teubé quoi. Oui, c'était ça. Nous, c'était bête et tais-toi. Hein. Voilà. Mais beau gosse. Sois beau, mais tais-toi.